Les tambours de Tobalcou. Finalement, Conan retourne vers les pays iboriens. Cherchant une nouvelle occupation en tant que condottière, il rallie l'armée de mercenaires qu'un Zingaran, le prince Zapayo de Kova, est en train de lever pour Argos. Argos et Kos sont en guerre avec la Stygie. Selon leur plan, les forces mercenaires d'Argos doivent envahir la Stygie par le nord, pendant que l'armée d'Argos pénétrera par le sud, venant de la mer. Cependant, Kos signe une paix séparée avec la Stygie, et l'armée mercenaire se retrouve prise au piège dans la Stygie septentrionale, entre deux forces ennemies. Une fois de plus, Conan fait partie des rares survivants. S'enfuyant à travers le désert avec un jeune soldat aquilonien, Amalric, il est capturé par les nomades du désert, cependant qu'Amalric réussit à s'échapper. Partie 1. 3 hommes étaient accroupis auprès du trou d'eau, sous un ciel crépusculaire qui colorait le désert d'un chatoiement de rouge et de terre d'ombre. L'un était blanc, et son nom était Amalric. Les 2 autres étaient des Ganatas. Leur guenille cachait mal leur maigre carcasse noire. Certains les appelaient Gobir et Sédu. Ils ressemblaient à des vautours, ainsi accroupis à côté du trou d'eau. Non loin d'eux, un chameau broutait bruyamment, tandis que 2 chevaux harassés fouillaient en vain le sable de leur museau. Les hommes mangeaient avec avidité des dattes sèches. Les hommes à la peau noire étaient uniquement attentifs au travail de leur mâchoire, tandis que l'homme blanc jetait de temps à autre un regard vers le ciel rouge sombre, ou vers l'horizon monotone, où les ombres s'amoncelaient et devenaient plus épaisses. Il fut le premier à apercevoir le cavalier qui arrivait au galop, et qui tira sur les rênes avec une secousse qui fit se cabrer son coursier. Le cavalier était un géant dont la peau, modérément foncée, les lèvres épaisses et les narines épatées, révélaient une forte prédominance de sang noir. Ses amples pantalons de soie, serrés autour de ses chevilles nues, étaient maintenus par une large ceinture enroulée plusieurs fois autour de son ventre énorme. Cette ceinture retenait aussi un cimeterre à la pointe étincelante, que peu d'hommes auraient pu manier d'une seule main. Ce cimeterre avait fait la renommée de l'homme qui était connu partout où se trouvaient les fils du désert à la peau brune. Il s'appelait Tilutan. Il était la fierté des Ganatas. En travers de sa selle, il y avait une forme molle qui pendait. La respiration des Ganatas se fit sifflante entre leurs dents lorsqu'ils aperçurent l'éclat des membres blancs. C'était une jeune fille blanche qui pendait ainsi, le visage tourné contre la selle, en travers des arçons de Tilutan. Et son ample chevelure flottait sur les étriers, en une grande ondulation noire. Le géant noir grimaça, et l'on aperçut le bref éclat de ses dents blanches. Puis il jeta sa captive sur le sol, où, inconsciente, elle resta étendue sans un mouvement. Instinctivement, Gobir et Sédu se tournèrent vers Amalric, pendant que Tilutan l'observait, toujours assis sur sa selle. 3 hommes noirs contre un seul blanc. L'entrée d'une femme blanche dans le tableau avait apporté un changement subtil dans l'atmosphère. Amalric était le seul, apparemment, à ne pas avoir conscience de cette tension. D'un air absent, il ramena en arrière ses cheveux blonds et jeta un regard indifférent vers la silhouette inerte de la jeune fille. Si ses yeux gris brillèrent d'un bref éclat, les autres ne s'en aperçurent pas. Tilutan sauta à bas de son cheval et lança avec mépris les rênes à Amalric. « Occupe-toi de mon cheval !» dit-il. « Par Gilles, je n'ai rencontré aucune antilope du désert, mais j'ai trouvé cette jolie pouliche. Elle avançait d'un pas chancelant à travers les dunes de sable, et elle s'est écroulée juste comme je m'approchais. Je pense qu'elle s'est évanouie d'épuisement et de soif. Ôtez-vous de là, chacal, que je puisse lui donner à boire. » Le géant noir allongea la fille à côté du trou d'eau, et commença par humecter son visage et ses poignets. Puis il versa de l'eau, goutte à goutte, entre ses lèvres desséchées. Bientôt elle se mit à gémir et à s'agiter. Gobir et Sédu s'accroupirent, les mains posées sur leurs genoux, la regardant par-dessus l'énorme épaule de Tilutan. Amalric était resté légèrement à l'écart. Son intérêt paraissait seulement fortuit. « Elle revient à elle !» annonça Gobir. Sédu ne dit rien, mais lécha ses lèvres épaisses. Le regard d'Amalric parcourut avec indifférence la forme prostrée, depuis les sandales déchirées jusqu'à la couronne de cheveux d'un noir éclatant. Le seul vêtement de la jeune fille consistait en une courte robe de soie,
ceinte à la taille. Celle-ci laissait nus ses bras, son cou et une partie de ses seins, et elle se terminait à plusieurs centimètres au-dessus de ses genoux. Les yeux des Ganatas restaient posés sur les endroits découverts de son corps, avec une intensité dévorante, s'attachant aux tendres contours, enfantins par leur blanche douceur, bien qu'ils possédassent déjà les rondeurs de la féminité en train de s'épanouir. Amalric haussa les épaules. « Après Tilutane, ce sera le tour de qui ?» demanda-t-il négligemment. Deux têtes décharnées se tournèrent vers lui. Des yeux injectés de sang roulèrent à cette question. Puis les deux hommes noirs se retournèrent et se fixèrent l'un l'autre. Brusquement, une rivalité électrisant l'atmosphère s'instaura entre eux. « Ne vous battez pas, » leur conseilla Amalric. « Jouez-la au dé. » Sa main sortit de dessous sa tunique déchirée, et il jeta à terre une paire de dés qui roulèrent devant eux. Une main ressemblant à une griffe s'en empara. « Oui, » accepta Gobir. « Jouons-la au dé. Après Tilutane, au vainqueur !» Amalric jeta un coup d'œil vers le géant noir, qui était toujours penché vers sa captive, redonnant vie à son corps épuisé. Puis les paupières aux longs cils de la jeune fille s'ouvrirent. Des yeux d'un violet profond fixèrent avec étonnement le visage de l'homme noir qui la regardait. Une exclamation sonore de plaisir s'échappa des lèvres épaisses de Tilutane. Tirant un flacon de sa ceinture, il le pressa contre ses lèvres. Alors, mécaniquement, elle but le vin. Amalric évita le regard qu'elle jetait autour d'elle. Il était le seul homme blanc pour trois noirs, et n'importe lequel d'entre eux le valait. Gobir et Sédu étaient penchés au-dessus des dés. Sédu les prit dans le creux de sa main, souffla sur eux pour attirer la chance, les agita puis les lança. Deux têtes de vautours se penchèrent sur les cubes qui tournaient sous la faible clarté. Et au même moment, Amalric dégaina et frappa. La lame s'enfonça à travers un cou maigre, sectionnant la trachée artère. Gobir, la tête retenue par quelques filaments seulement, s'effondra sur les dés dans un jet de sang. Simultanément, Sédu, avec l'extrême rapidité d'un homme du désert, se redressa sur ses pieds, dégaina et porta un coup furieux vers la tête du meurtrier. Amalric eut à peine le temps de parer le coup avec son épée brandie. Le cimeterre, en sifflant, fit retomber la lame droite sur la tête de l'homme blanc, l'assommant à moitié, au point que son épée lui échappa des mains. Reprenant ses esprits, il lança ses deux bras autour de Sédu, l'amenant à un corps à corps où il ne pouvait plus faire usage de son cimeterre. Sous les guenilles de l'homme du désert, le mince corps nerveux était fort comme l'acier. Tilutane, comprenant immédiatement la situation, avait rejeté la fille sur le côté et s'était levé en poussant un rugissement. Il s'élança vers les lutteurs, chargeant avec la puissance d'un taureau, son grand cimeterre étincelant dans sa main. Amalric le vit venir, et sa chair frémit. Sédu lui lançait des bourrades et se débattait, gêné par le cimeterre qu'il cherchait toujours, en vain, à retourner contre son adversaire. Leurs pieds virevoltaient et s'enfonçaient dans le sable. Leurs corps s'écrasaient l'un contre l'autre. Amalric abattit son talon chaussé d'une sandale sur le torse nu du Ganata, et il sentit les os céder. Sédu hurla et se plia convulsivement. Les deux hommes trébuchèrent comme des ivrognes, juste comme Tilutane frappait avec son vaste mouvement de ses puissantes épaules. Amalric sentit le fer lui râper la partie inférieure du bras, puis s'enfoncer profondément dans le corps de Sédu. Le plus petit des Ganatas poussa un hurlement d'agonie. Un sursaut convulsif le libéra de l'étreinte d'Amalric. Tilutane rugit un juron furieux, et retira avec un violent effort son épée du corps de l'homme agonisant, qu'il repoussa sur le côté. Avant qu'il n'ait pu frapper à nouveau, Amalric, frémissant de toute sa chair devant cette grande lame courbe terrifiante, l'avait saisi à bras-le-corps. Le désespoir envahit Amalric, lorsqu'il se rendit compte de la force du noir. Tilutane fut plus avisé que Sédu. Il laissa tomber son cimeterre, et, avec un beuglement, attrapa la gorge d'Amalric de ses deux mains. Les longs doigts noirs l'emprisonnèrent, tel un collier de fer. Amalric, s'efforçant vainement de se libérer de leur étreinte, tomba à terre sous la poussée du corps énorme du Ganata, qui le cloua au sol. Amalric fut secoué comme un rat entre les mâchoires d'un chien. Sa tête fut sauvagement frappée contre le sol. Comme au milieu d'un brouillard rouge, il voyait la face furieuse du noir, ses lèvres épaisses déformées par un rictus sauvage de haine,
ses dents brillant de tout leur éclat. « Tu la voulais, chien de blanc !» grogna le Ganata, rendu fou furieux par la rage et la convoitise. « Ah ! Je vais te rompre le cou ! Je vais t'arracher la gorge ! Mon cimeterre ! Je vais te trancher la tête, et je la forcerai à l'embrasser ensuite !» La tête d'Amalric heurta brutalement le sable dur. Puis Tillutan, dans un excès de colère meurtrière, redressa à demi son adversaire et le lança de nouveau contre le sol. Se relevant, le noir courut, se baissa et ramassa son cimeterre à l'endroit où il gisait, dessinant un large croissant d'acier dans le sable. Hurlant, en proie à une féroce exaltation, il se retourna et revint en chargeant, brandissant sa lame. Amalric, étourdi, assommé et ébranlé par le traitement qu'il venait de subir, se releva pour l'affronter. La ceinture de Tillutan s'était défaite durant le corps à corps et pendait sous ses pieds. Il trébucha, fit un faux pas et tomba à la tête de la première, tendant les bras en avant pour se protéger. Le cimeterre s'échappa de sa main. Amalric, galvanisé, s'empara du cimeterre des deux mains et avança d'un pas incertain. Le désert tangua vertigineusement sous ses pieds. Dans le brouillard indistinct qui flottait devant lui, il vit le visage de Tillutan s'affaisser devant l'imminence de son sort. Sa large bouche s'ouvrit. Le blanc de ses globes oculaires roula. Le noir s'immobilisa sur un genou et une main, comme s'il ne pouvait faire un mouvement de plus. Alors le cimeterre s'abattit, tranchant la tête ronde sous le menton. Amalric eut confusément conscience d'une tête noire, séparée par une ligne rouge, qui s'agrandissait, disparaissant dans les ténèbres intenses. Puis l'obscurité fondit sur lui. Quelque chose de froid et de doux touchait le visage d'Amalric, avec une agréable persistance. Il tâtonna en aveugle, et sa main se referma sur quelque chose de chaud, de ferme et de rebondi. Sa vue se clarifiant, il aperçut un doux visage ovale, bordé de cheveux noirs, brillants. Plongé dans un intense ravissement, il le regarda, sans rien dire, s'attardant avidement sur le détail des lèvres rouges et pleines, des yeux violets foncés et de la gorge d'albâtre. Avec un sursaut involontaire, il se rendit compte que la vision lui parlait d'une voix douce et musicale. Les paroles lui étaient inconnues, bien que recelant une familiarité trompeuse. Une main menue et blanche passait doucement un morceau de tissu imbibé d'eau sur ses tempes douloureuses et sur son visage. Tout étourdi, il se redressa et s'assit. C'était la nuit. Les cieux étaient éclaboussés d'étoiles. Le chameau était toujours en train d'avaler gloutonnement sa nourriture. Un cheval hennissait interminablement. Non loin de là, gisait un corps dont la tête fracassée baignait dans une horrible flaque de sang et de cervelle. Amalric releva les yeux vers la fille, toujours agenouillée à côté de lui, et qui lui parlait dans une langue suave et inconnue. Comme les brumes se dissipaient de son cerveau, il commença à la comprendre. Se remémorant les langues à demi oubliées qu'il avait apprises et parlées dans le passé, il se souvint d'une langue en usage dans une école de lettrés, dans une province au sud de Kos. « Qui êtes-vous, jeune fille ?» demanda-t-il lentement, en butant sur les mots, emprisonnant une petite main dans ses propres doigts engourdis. « Je suis Lissa. » Le nom fut prononcé avec un léger aisément. Il lui fit l'effet du doux clapotis d'un ruisseau. « Je suis heureuse que vous ayez repris connaissance, » poursuivit-elle. « Je redoutais que vous ne soyez mort. »« Un peu plus et je l'aurais été, » murmura-t-il, en jetant un regard vers l'effrayante forme étendue à terre et qui avait été Tillutan. La fille, en frissonnant, refusa de suivre son regard. Sa main trembla, et ainsi, près d'elle, Amalric pensa qu'il pouvait sentir les rapides pulsations de son cœur. « C'était horrible, » balbutia-t-elle. « Cela ressemblait à un cauchemar effrayant. La fureur, et les coups, le sang. »« Cela aura pu être pire, » grogna-t-il. Elle semblait sensible au moindre changement d'inflexion de sa voix ou de son humeur. Sa main, restée libre, se glissa timidement vers la sienne. « Je ne voulais pas vous blesser. Vous avez été très brave de risquer ainsi votre vie pour une personne qui vous était étrangère. Vous êtes aussi noble que les chevaliers du Nord, dont j'ai lu les exploits. » Il lui jeta un bref regard. Ses grands yeux clairs rencontrèrent les siens. Il réfléchissait à la pensée qu'elle venait d'exprimer.
Il voulut dire quelque chose, puis se ravisa et posa une autre question. « Que faisiez-vous dans le désert ?»« Je venais de Ghazal, » répondit-elle. « Je fuyais. Je n'aurais pas pu résister encore bien longtemps. Le sol était brûlant, désolé et monotone, et je ne voyais que du sable, et le ciel d'un bleu éclatant. Le sable brûlait mes pieds, et mes sandales avaient vite été mises en pièces. J'avais tellement soif, et ma gourde était vide. À un moment donné, j'ai voulu faire demi-tour vers Ghazal, mais toutes les directions se ressemblaient. Je ne savais plus quel chemin suivre. J'ai eu terriblement peur, et je me suis mise à courir dans la direction que je croyais être celle de Ghazal. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. J'ai couru, jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin. J'ai dû rester étendu sur le sable brûlant pendant un moment. Je me souviens de m'être relevé, et avoir en chancelant continué à marcher. Vers la fin, j'ai cru entendre quelqu'un appeler, et j'ai aperçu un homme noir sur un cheval noir qui galopait vers moi. Ensuite, je ne me souviens plus de rien, jusqu'à ce que je reprenne connaissance et me trouve allongé, ma tête posée sur les genoux de cet homme, pendant qu'il me faisait boire du vin. Puis il y a eu des exclamations, le bruit d'une lutte. Elle frissonna. Lorsque tout a été terminé, j'ai rampé vers l'endroit où vous étiez étendu, comme mort, et j'ai essayé de vous ranimer. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle sembla très embarrassée. « Pourquoi ?» Elle s'agita. « Mais vous étiez blessé, et c'est ce que n'importe qui aurait fait. De plus, j'avais compris que vous étiez battu pour me protéger de ces hommes noirs. Les gens de Ghazal ont l'habitude de dire que la race noire est perverse et qu'ils s'attaquent aux gens sans défense. »« Ce n'est pas exclusif à la race noire, » murmura Amalric. « Où se trouve Ghazal ?»« Pas à une très grande distance, » répondit-elle. « J'ai marché pendant tout un jour, mais ensuite, je ne sais pas pendant combien de temps l'homme noir m'a porté, après qu'il m'a trouvé. Cependant, il a dû me découvrir au coucher du soleil. Aussi n'a-t-il pas pu faire un long trajet. »« Dans quelle direction ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Je me suis dirigé vers l'est quand j'ai quitté la ville. »« La ville ?» murmura-t-il. « À un jour de marche d'ici ? J'aurais cru qu'il n'y avait que le désert sur des milliers de milles. »« Ghazal se trouve dans le désert, » répondit-elle. « Elle a été construite au milieu des palmeraies d'une oasis. » Écartant la jeune fille, il se mit debout, jurant doucement alors qu'il palpait sa gorge, dont la peau était toute contusionnée et lacérée. Il examina les trois noirs tour à tour, ne trouvant aucune trace de vie en eux. Puis, un par un, il les traîna à une courte distance de là, dans le désert. Quelque part, les chacals commencèrent à glapir. Revenant vers le point d'eau où la jeune fille était restée patiemment assise, il lança une imprécation en ne trouvant que les talons noirs de Tilutan auprès du chameau. Les autres chevaux avaient rompu leur longe et s'étaient enfuis durant le combat. « Pourquoi t'enfuyais-tu » demanda-t-il brusquement. « Es-tu une esclave ?»« Nous n'avons pas d'esclave à Ghazal, » répondit-elle. « Oh, j'étais si las de cette éternelle monotonie. Je voulais découvrir le monde extérieur. Dis-moi, de quel pays viens-tu ?»« Je suis né dans les collines occidentales d'Aquilonie, » répondit-il. Elle battit des mains comme une enfant ravie. « Je sais où cela se trouve. Je l'ai vu sur les cartes. C'est le pays qui se trouve le plus à l'ouest des royaumes iboriens. Son roi est Épéus, le porteur de l'épée. » Amalric éprouva une grande secousse. Sa tête se redressa vivement, et il regarda vers sa compagne. « Épéus ? Mais Épéus est mort depuis 900 ans. Le nom du roi actuel est Vilérus. »« Oh, bien sûr !» dit-elle avec embarras. « Je suis stupide. Bien sûr. Épéus a été roi il y a 9 siècles de cela, comme tu viens de le dire. Mais parle-moi du monde. »« Mais c'est une question immense, » répondit-il, embarrassé. « Tu n'as jamais voyagé ?»« C'est la première fois que je me trouve hors de vue des murs de Ghazal, » déclara-t-elle. Son regard était fixé sur la courbe de ses seins, blancs comme la neige. Il n'était pas, pour le moment, intéressé le moins du monde par le récit de ses aventures. Ghazal aurait bien pu être l'enfer, cela lui importait peu. Il voulut dire quelque chose, puis, se ravisant, il la prit rudement dans ses bras, tendant ses muscles en prévision de la lutte qui ne pourrait manquer de s'ensuivre. Mais il ne rencontra aucune résistance. Son doux corps consentant se retrouva sur ses genoux, et elle leva les yeux vers lui, avec une légère expression de surprise,
mais sans aucune peur ni le moindre embarras. Elle aurait pu être tout aussi bien une enfant se soumettant à un nouveau jeu. Quelque chose dans son regard franc le troubla. Si elle avait crié, pleuré, s'était débattue ou avait souri sciemment, il aurait su comment agir avec elle. « Ô nom de Mitra! Qui donc es-tu, jeune fille ?» demanda-t-il sur un ton dur. « Tu n'es pas affectée par le soleil, et jouer à un certain jeu avec moi t'indiffère. Tes paroles montrent que tu n'es pas une fille de la campagne, simplette, innocente du fait de son ignorance. Pourtant, tu sembles ne rien savoir du monde et de ses manières. »« Je suis une fille de Ghazal, » répondit-elle d'un ton fatal. « Si tu connaissais Ghazal, peut-être comprendrais-tu. » Il l'enleva de ses genoux et la fit s'asseoir sur le sable. Puis, se levant, il alla chercher une couverture de sel et l'étendit à son attention. « Dors, Lissa, » dit-il d'une voix durcie par des sentiments contradictoires. « Demain, je me propose de découvrir ta ville de Ghazal. » À l'aube, ils se mirent en route vers l'ouest. Amalric avait installé Lissa sur le chameau et lui avait montré comment garder son équilibre. Elle se cramponna à la selle de ses deux mains, révélant par là qu'elle ne connaissait rien à la monte des chameaux. Ce nouveau fait surprit le jeune Aquilonien. Une fille élevée dans le désert qui n'avait encore jamais monté un chameau et qui, jusqu'à la nuit dernière, n'avait jamais monté ou été portée sur un cheval. Amalric lui avait confectionné une sorte de manteau. Elle le mit sans poser de questions, ni demander d'où il provenait, l'acceptant comme elle acceptait toutes les choses qu'il faisait pour elle, avec une reconnaissance aveugle, sans en demander la raison. Amalric ne lui révéla pas que la soie qui la protégeait du soleil avait autrefois couvert la peau noire de son ravisseur. Comme il faisait route, de nouveau, elle le supplia de lui parler du monde, comme un enfant réclame une histoire. « Je sais que l'Aquilonie se trouve fort loin de ce désert, » dit-elle. « La Stygie s'étend entre ces deux contrées, ainsi que le pays de Chem et d'autres régions encore. Comment se fait-il que tu te trouves ici, si loin de ta patrie ?» Il continua de galoper, silencieux, pendant un moment, sa main tenant la longe du chameau. « Les royaumes d'Argos et de Stygie sont en guerre, » dit-il brusquement. Cos s'est trouvé mêlé à celle-ci. Les Cotiens proposèrent une invasion simultanée de la Stygie. Argos leva une armée de mercenaires qui s'embarqua sur des navires. Ceux-ci firent voile vers le sud en longeant la côte. Dans le même temps, l'armée de Cos devait envahir la Stygie à partir du continent. Je faisais partie de cette armée mercenaire d'Argos. Nous avons rencontré la flotte stygienne et l'avons défaite, la repoussant dans le port de Kémy. Nous aurions dû débarquer, piller la ville et avancer vers l'intérieur des terres en suivant le cours du Styx. Mais notre amiral fut trop prudent. Notre chef était le prince Zapoyo de Kova, un Zingaran. Nous avons croisé vers le sud, jusqu'à ce que nous arrivions devant les côtes de Couche, recouvertes par la jungle. Là, nous avons débarqué, et les vaisseaux ont mouillé dans la baie, pendant que l'armée se dirigeait vers l'est, longeant la frontière stygienne, brûlant et pillant au cours de sa progression. Nous avions l'intention d'obliquer vers le nord à un certain moment, et de nous enfoncer au cœur de la Stygie, pour rallier l'armée de Cos qui venait du nord. Puis la nouvelle que nous avions été trahis nous est parvenue. Cos avait signé une paix séparée avec les Stygiens. Une armée stygienne faisait route vers le sud pour nous intercepter, pendant qu'une autre se trouvait déjà derrière nous, empêchant toute retraite vers la côte. Le prince d'Apayo, de fureur, conçut l'idée folle de marcher vers l'est, dans l'espoir de longer la frontière stygienne et d'atteindre finalement les régions orientales de Chem. Mais l'armée venue du nord nous rejoignit. Nous nous sommes préparés à la bataille et nous nous sommes battus. Durant toute la journée, nous avons combattu et nous les avons mis en déroute, les repoussant vers leur campement. Mais le lendemain, l'armée lancée à notre poursuite arriva de l'ouest. Prise entre deux feux, notre armée ne pouvait résister. Nous avons été brisés, détruits, anéantis. Peu réussirent à s'enfuir. À la tombée de la nuit, je me frayai un chemin avec mon compagnon, un cimérien appelé Conan, une véritable force de la nature avec la vigueur d'un taureau. Nous sommes dirigés vers le sud, nous enfonçant dans le désert, parce que nous ne pouvions suivre une autre direction. Conan était déjà venu dans cette partie du monde et pensait que nous avions des chances d'en réchapper. Loin vers le sud, nous avons trouvé une oasis, mais des cavaliers stygiens étaient lancés à notre poursuite. Nous avons fui de nouveau, d'oasis en oasis, mourant de faim et de soif, jusqu'à ce que nous retrouvions dans une région désolée, inconnue, où le soleil éclatant dardait ses rayons sur les dunes de sable nu.
nous avons continué jusqu'à ce que nos chevaux soient complètement épuisés, et que nous-mêmes délirions à moitié. Puis, une nuit, nous avons aperçu des feux. Nous nous sommes dirigés vers eux dans l'espoir de trouver des amis. Dès que nous sommes arrivés à leur portée, une volée de flèches nous a accueillis. Le cheval de Conan a été touché et s'est cabré, désarçonnant son cavalier. Son cou a dû se rompre comme une branche morte, car il n'a plus bougé. J'ai pu m'enfuir, je ne sais comment, dans l'obscurité, bien que mon cheval soit mort sous moi. Je n'ai fait qu'entrevoir mes attaquants, des hommes bruns, grands, maigres, portant d'étranges vêtements barbares. J'ai continué à pied à travers le désert et suis tombé sur ces 3 vautours que tu as vus hier. C'étaient de véritables chacals, des Ganatas, faisant partie d'une tribu de brigands au sang mêlé, et Mitra seul sait quoi d'autre encore. La seule raison pour laquelle ils ne m'ont pas tué était que je ne possédais rien qu'ils puissent me voler. Pendant un mois, j'ai voyagé et volé avec eux, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne savais pas que c'était comme cela, murmura-t-elle. On disait qu'il y avait des guerres au dehors, et que le monde était cruel. Mais cela me semblait être un rêve, très lointain. À t'entendre parler de trahison et de bataille, j'ai presque l'impression d'assister à tout cela. Aucune armée ennemie n'a jamais marché contre Ghazal, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Les pistes qu'empruntent les hommes passent très au large de Ghazal. Parfois j'ai aperçu des points noirs qui avançaient en ligne à l'horizon, et les anciens m'ont dit que c'était des armées qui allaient à la guerre, mais elles ne s'approchèrent jamais de Ghazal. Amalric éprouva un léger sentiment de malaise. Ce désert, apparemment dépourvu de vie, abritait néanmoins quelques-unes des tribus les plus féroces de la terre. Les Ganatas, qui se déplaçaient en général plus à l'est, les Tibus, guerriers masqués qui devaient vivre, estima-t-il, davantage vers le sud, et quelque part, au loin, vers le sud-ouest, s'étendait l'empire à demi mythique de Tombalcou, dominé par une race cruelle et barbare. Il était étrange qu'une ville située en plein milieu de ce pays sauvage n'ait jamais été inquiétée par toutes ces tribus, au point que l'un de ses habitants ne connaisse même pas la signification du mot « guerre ». Comme il tournait son regard ailleurs, d'étranges pensées l'assaillirent. La fille avait-elle été atteinte par le soleil? Était-elle un démon ayant pris la forme d'une femme, venu dans le désert pour le séduire et l'entraîner vers un sort mystérieux? Un regard vers la fille, qui se retenait d'une manière enfantine, à la plus haute pointe de la selle du chameau, lui fit un instant oublier ses pensées. Puis, de nouveau, le doute l'envahit. Était-il ensorcelé? Lui avait-elle jeté un charme? Ils avancèrent régulièrement dans la direction de l'ouest, ne s'arrêtant au milieu du jour que pour manger des dattes et boire de l'eau. Pour l'abriter du soleil brûlant, Amalric construisit un abri fragile au moyen de son épée et de son fourreau, sur lequel il étendit des couvertures de sel. Harassée et engourdie par la démarche balancée et déhanchée du chameau, elle ne put descendre qu'avec son aide. Comme il sentait dans ses bras la voluptueuse douceur de son corps délicat, le feu brûlant de la passion le dessécha. Il resta un moment immobile, enivré par la proximité de son corps, avant de la déposer à terre, à l'ombre de cette tente de fortune. Il ressentit presque de la colère devant le regard innocent qui croisa le sien, en constatant la docilité avec laquelle elle livrait son jeune corps à ses mains. C'était en vérité comme s'il était inconsciente des choses qui pouvaient lui causer du préjudice. Sa confiance, innocente, lui faisait honte et provoquait en lui une rage sans remède. Il ne sentit pas le goût des dattes qu'il mangeait. Ses yeux brûlaient en se posant sur elle, buvant avidement chaque détail de son corps jeune et souple. Elle semblait aussi ignorante de ses investigations qu'une enfant. Quand il la prit pour la remettre sur le chameau, et que ses bras à elle, indistinctement, enlacèrent son cou, il frissonna. Mais il la hissa sur sa monture, et une nouvelle fois, ils reprirent leur route. Partie 2. Ce fut juste avant le coucher du soleil que Lissa tendit le doigt et s'écria « Regardez, les tours de Ghazal !» Aux confins du désert, il les aperçut. Des flèches et des minarets se dressaient en une grappe vert de jade sur l'azur bleuté. S'il n'avait pas eu la fille à ses côtés, il aurait pensé que c'était une ville fantôme, produite par un mirage. Il regarda vers Lissa avec curiosité. Elle ne montrait aucun signe de joie exubérante à l'idée de rentrer chez elle. Elle soupira, et ses fines épaules semblèrent s'affaisser. Comme ils approchaient, les détails se précisèrent devant lui. Les murs qui ceignaient les tours surgissaient brusquement des sables du désert. Et Amalric constata que la muraille tombait en ruine dans de nombreux endroits. Les tours,
également, étaient en bien mauvais état. Des toitures s'étaient effondrées, des trous étaient visibles dans les murs crénelés. Des flèches étaient penchées, chancelantes. La panique l'envahit. S'avançait-il vers la cité de la mort, conduit par un vampire? Un rapide coup d'œil le rassura. Aucun démon ne pouvait se cacher sous ce corps si divinement modelé. Lissa le regarda avec une étrange et soucieuse interrogation dans ses yeux profonds. Indécise, elle se tourna vers le désert, puis, avec un profond soupir, se retourna pour regarder vers la ville, comme si elle s'abandonnait à un désespoir fataliste. À présent, à travers les brèches de la muraille, vert de jade, Amalric voyait des gens aller et venir à l'intérieur de la ville. Personne ne les interpella lorsqu'ils passèrent par une large brèche du mur et qu'ils débouchèrent dans une grande rue. Vue de près, illuminée par le soleil qui déclinait, la décadence de la cité était encore plus évidente. L'herbe poussait drue dans les rues, sortant à travers les pavés disjoints et brisés. Elle poussait en véritable touffe sur les petites places. Rues et ruelles étaient pareillement obstruées par des amoncellements de pierres tombées des toits et des murs. Çà et là, les ruines d'une maison avaient été nettoyées et l'espace ainsi dégagé reconverti à la culture des légumes. Des coupoles se dressaient, fêlées et ternies. Des portails béaient, n'ayant plus de portes. Partout, la ruine avait posé sa marque. Puis Amalric aperçut un bâtiment dont la flèche était intacte. C'était une tour cylindrique, d'un rouge brillant, qui se dressait dans la partie la plus au sud-est de la ville. Elle étincelait au milieu des ruines. Amalric la désigna du doigt. « Pourquoi cette tour est-elle moins en ruine que les autres ?» demanda-t-il. Lissa devint blême, trembla et saisit convulsivement sa main. « Ne parle pas de cela !» chuchota-t-elle. « Ne regarde pas vers elle. Ne pense même pas à elle. » Amalric fronça les sourcils. L'insinuation non explicite de ses paroles venait de transformer, d'une certaine manière, l'aspect de la mystérieuse tour. À présent, elle évoquait la tête d'un serpent dressé au milieu de la ruine et de la désolation. De petites taches noires, un vol de chauve-souris, jaillirent des hautes ouvertures sombres et se répandirent dans le ciel. Le jeune Aquilonien regardait avec méfiance autour de lui. Après tout, rien ne l'assurait que les habitants de Gazal allaient l'accueillir d'une façon amicale. Il voyait des gens aller et venir sans hâte dans les rues. Quand il s'arrêtait et le regardait fixement, sa chair, pour une obscure raison, frissonnait. C'étaient des hommes et des femmes aux traits bienveillants et au regard doux, mais leur intérêt semblait si léger, si vague et si impersonnel. Ils ne firent pas le geste de s'approcher ou de vouloir lui parler. Cela avait l'air d'être la chose la plus commune du monde, qu'un cavalier en armes venant du désert pénètre dans leur ville. Pourtant, Amalric savait que tel n'était pas le cas, et la façon banale avec laquelle le peuple de Gazal l'accueillait provoqua en lui un léger malaise. Lissa leur parla, désignant Amalric, dont elle souleva la main comme un enfant affectionné. « Voici Amalric d'Aquilonie, qui m'a sauvé du peuple noir et qui m'a reconduite jusqu'ici. » Un murmure poli de bienvenue s'éleva de la foule, et plusieurs personnes s'approchèrent pour lui tendre la main. Amalric pensa qu'il n'avait jamais vu de tel visage aussi neutre et aussi bienveillant. Leurs yeux étaient doux et bons, ne reflétant aucune peur ni aucune surprise. Pourtant ce n'étaient pas des yeux de bovins stupides. Ils faisaient plutôt penser aux yeux de personnes plongées dans leurs rêves. Leur regard fixe lui donnait une impression d'irréalité. Il entendait à peine ce qu'on lui disait. Son esprit était préoccupé par l'étrangeté de la situation. Ces gens paisibles, plongés dans leurs rêves, vêtus de tuniques de soie et de légères sandales, se déplaçaient sans but précis parmi les ruines ternies. Un paradis d'illusions engendré par le lotus? D'une certaine manière, cette sinistre tour rouge lançait une note discordante. L'un des hommes, au visage doux et rond, avec une chevelure argentée, dit « Aquilonie, il y a eu une invasion, menée par le roi Bragorus de Némédie, nous l'avons appris. Comment se déroule la guerre ?»« Il a été repoussé, » répondit brièvement Amalric, en réfrénant un frisson. 900 ans s'étaient écoulés depuis que Bragorus avait fait franchir à ses lanciers les marches d'Aquilonie. Son interrogateur ne le pressa pas d'autres questions. Les gens poursuivirent leur chemin, et Lissa le tira par la main. Il se retourna et ses yeux furent charmés par sa vision. Dans ce royaume d'illusions et de rêves,
Son corps doux et souple ramenait sur terre ses pensées errantes. Elle n'était pas un rêve, elle était réelle. Son corps était doux et tangible, comme la crème et le miel. « Viens, dit-elle, allons nous reposer et manger. »« Et ces gens, pensa-t-il, ne vas-tu pas leur raconter tes aventures ?»« Ils n'y feraient pas attention, sauf par intermittence, » répondit-elle. « Ils écouteraient un instant, puis ils s'en iraient. Ils se sont à peine aperçus que j'étais parti. Viens. » Amalric fit avancer le cheval et le chameau dans une cour fermée, où l'herbe poussait haute et où de l'eau s'écoulait d'une fontaine effondrée dans un abreuvoir de marbre. Là il les attacha, puis il suivit Lissa. Prenant sa main, elle le conduisit à travers la cour et le fit entrer par une porte voûtée. La nuit était tombée. À travers le toit effondré, au-dessus de la cour, les étoiles s'étaient réunies en grappes, dessinant le pinacle déchiqueté. Lissa avança à travers une suite de pièces obscures, se déplaçant avec l'assurance que donne une longue pratique. Amalric la suivait à tâtons, guidé par sa petite main glissée dans la sienne. Il trouvait cette aventure fort déplaisante. L'odeur de la poussière et des ruines régnait dans l'obscurité profonde. Sous ses pieds, de temps à autre, se brisaient des tuiles et parfois des tapis se déchiraient. Sa main, restée libre, effleurait les arches rongées des entrées de portes. Puis les étoiles brillèrent au travers d'une voûte défoncée et lui révélèrent un corridor légèrement sinueux, décoré de tapisseries qui pourrissaient. Elle frémissait sous une légère brise, et ce bruit, semblable au chuchotement de sorcières, faisait se dresser ses cheveux sur sa tête. Puis ils entrèrent dans une pièce faiblement éclairée par la clarté des étoiles qui s'écoulaient à travers les orifices des fenêtres. Et Lissa relâcha sa main. Elle chercha à tâtons pendant un court instant et produisit une légère lumière. C'était un bouton de verre qui brillait d'un éclat doré. Elle le posa sur une table de marbre et fit signe à Amalric qu'il pouvait s'étendre sur un divan moelleux, recouvert de soieries. Cherchant dans une armoire dissimulée, elle en ressortit une cruche d'or contenant du vin et d'autres plats contenant des mets peu familiers à Amalric. Il y avait des dattes, mais les autres fruits et végétaux, pâles et fades à son goût, lui étaient inconnus. Le vin était agréable au palais, mais pas plus capiteux que l'eau de cuisine. Lui faisant face, assis sur un siège de marbre, Lissa grignotait avec élégance. « Quel genre d'endroit est-ce donc ici ?» demanda-t-il. « Tu ressembles à ces gens, et pourtant tu en es étrangement différente. »« Ils disent que je ressemble à nos ancêtres, » répondit Lissa. « Voilà bien longtemps de cela, ils sont arrivés du désert et élevèrent cette ville au milieu d'une grande oasis, qui possédait de nombreuses sources. Ils utilisèrent comme pierre de construction les ruines d'une cité beaucoup plus ancienne. Seule la tour rouge... » Sa voix s'étrangla, et elle regarda nerveusement vers les fenêtres, bordées d'étoiles. « Seule la tour rouge est demeurée intacte. Elle était vide, alors. Nos ancêtres, qui s'appelaient les Ghazali, habitèrent autrefois dans la région septentrionale de Kos. Ils étaient connus pour leur sagesse d'érudits, mais ils voulurent faire revivre le culte de Mitra que les habitants du royaume de Kos avaient abandonné depuis longtemps. Le roi les bannit de son royaume. Le plus grand nombre partit vers le sud. C'étaient des prêtres, des érudits, des professeurs et des savants. Ils vinrent avec leurs esclaves chémites. Ils construisirent Ghazal dans le désert. Mais les esclaves se révoltèrent presque tout de suite après l'achèvement de la cité, et s'enfuirent pour se mêler aux tribus sauvages du désert. Ils n'étaient pas maltraités, mais une parole leur parvint dans la nuit. Une parole qui les fit s'enfuir comme des fous de la cité et se répandre dans le désert. Mon peuple demeura là, apprenant à produire nourriture et boissons avec ce qu'ils avaient sous la main. Leur savoir était prodigieux. Lorsque les esclaves s'enfuirent, ils emmenèrent avec eux tous les chameaux, chevaux et ânes qui se trouvaient dans la ville. Dès lors, il n'y eut plus aucune communication avec le monde extérieur. Des salles entières de Ghazal sont remplies de cartes, de livres et de chroniques. Mais tous ces manuscrits datent d'au moins 900 ans, car cela faisait 900 ans que mon peuple s'est enfui de Kos. Depuis lors, aucun homme du monde extérieur n'a foulé le sol de Ghazal. Et les gens se sont transformés peu à peu. Ils sont devenus si rêveurs, s'adonnant de plus en plus à l'introspection, qu'ils ont perdu toute passion, ou tout appétit humain. La cité est tombée en ruine et personne n'a fait le moindre geste pour la reconstruire. L'horreur... Sa voix s'étrangla, et elle frissonna. Quand l'horreur s'est abattue sur eux, ils n'ont pu ni s'enfuir, ni la combattre. Que veux-tu dire ? Chuchota-t-il.
Un vent glacé parcourut sa colonne vertébrale. Le frémissement des tapisseries en train de pourrir dans les noirs corridors sans nom faisait surgir d'obscures peurs dans son esprit. Lisa secoua la tête. Elle se leva, fit le tour de la table de marbre et posa ses mains sur les épaules d'Amalric. Ses yeux étaient humides et brillaient sous l'effet de l'horreur et d'un élan désespéré qui le prit la gorge. Instinctivement, son bras enlaça sa taille fine et il sentit qu'elle tremblait. « Garde-moi » supplia-t-elle. « J'ai si peur. Oh, j'ai tellement rêvé d'un homme qui te ressemble. Je suis différente de mon peuple. Ce sont des morts qui marchent dans des rues oubliées. Mais moi, mon corps est chaud et sensible. J'ai faim et j'ai soif, et je désire ardemment vivre. Je ne peux demeurer dans ces rues silencieuses et dans ces couloirs en ruine, parmi les gens ternes de Ghazal, bien que je n'ai jamais connu autre chose. C'est pourquoi je m'étais enfui. Je désire ardemment vivre. » Elle sanglotait dans ses bras, sans pouvoir s'arrêter. Ses cheveux flottaient sur son visage, son doux parfum l'étourdissait. Son corps ferme se tendait contre le sien. Elle était assise en travers de ses genoux, les bras passés autour de son cou. L'attirant contre lui, il pressa ses lèvres contre les siennes. Ses yeux, ses lèvres, ses joues, ses cheveux, sa gorge et ses seins. Il les couvrit de baisers ardents jusqu'à ce que ses sanglots se transforment en des exclamations haletantes. Sa passion n'eut pas la violence de celui qui commet un viol. La passion qui dormait en elle s'éveilla et devint un flot qui la submergea. La boule dorée brillante, poussée par ses doigts tâtonnants, tomba à terre et s'éteignit. Seule la clarté des étoiles resplendissait à travers les fenêtres. Étendue entre les bras d'Amalric sur le divan recouvert de soieries, Lisa ouvrit son cœur et lui confia à voix basse ses rêves, ses espoirs et ses aspirations. Enfantins, pathétiques et merveilleux. « Je t'emmènerai, » murmura-t-il. « Demain. Tu as raison. Ghazal est une ville morte. Nous irons vivre dans le monde du dehors. Il est violent, dur et cruel, mais il vaut mieux que cette mort vivante. » La nuit fut déchirée par un cri d'agonie, frémissant d'horreur et de désespoir. Son accent amena une sueur froide sur la peau d'Amalric. Il se redressa sur sa couche. Mélissa s'accrocha désespérément à lui. « Non, non » l'implora-t-elle en un murmure éperdu. « N'y va pas, reste là !»« Mais on est en train d'assassiner quelqu'un !» s'exclama-t-il, cherchant maladroitement son épée. Les cris semblaient parvenir d'une cour extérieure. Mêlé à eux, il y avait un son indescriptible, comme produit par une déchirure et une lacération. Les cris s'élevèrent, se faisant plus aigus et plus espacés, insupportables par leur accent d'agonie désespérée. Puis ils retombèrent en un sanglot long et frémissant. « J'ai entendu des hommes agonisant sur la roue pousser de tels cris, » murmura Amalric, ébranlé par l'horreur. « Quel ouvrage du démon est-ce là ?» Lisa trembla violemment, dans un paroxysme de terreur. Il sentait le battement éperdu de son cœur. « C'est l'horreur dont je t'ai parlé, » chuchota-t-elle. « L'horreur qui demeure dans la tour rouge. Elle est venue voilà très longtemps. Certains disent qu'elle demeurait là en des âges oubliés, et qu'elle est revenue lorsque Ghazal fut construite. Elle dévore les êtres vivants. Ce qu'elle est, personne ne le sait, car celui qui la voit ne revient jamais pour la décrire. C'est un dieu ou un démon. C'est la raison pour laquelle les esclaves se sont enfuis, et aussi pourquoi les habitants du désert évitent Ghazal. Beaucoup d'entre nous ont disparu dans son ventre redoutable. Ils finiront tous par être dévorés, et elle régnera sur une ville abandonnée. Les gens disent qu'elle régnait déjà sur les ruines qui servirent de soubassement à Ghazal. Pourquoi les gens restent-ils là, attendant d'être dévorés ? Demanda-t-il. Je ne sais pas, sanglota-t-elle. Ils rêvent. L'hypnose, murmura Amalric. L'hypnose jointe à la décadence. Je l'ai vu dans leurs yeux. Ce démon les a magnétisés. Mitra, quel secret impur! Lisa pressa son visage contre son cœur et s'accrocha à lui. « Mais que pourrions-nous faire ?» demanda-t-il, mal à l'aise. « Il n'y a rien à faire, » souffla-t-elle. « Ton épée serait inutile. Peut-être ne nous fera-t-il aucun mal. Il a eu sa victime cette nuit. Nous devons attendre comme des brebis après le boucher. »« Que je sois damné si je... » s'exclama Amalric, galvanisé. « Nous n'atteindrons pas jusqu'à demain matin. Nous allons partir cette nuit même. Prépare de quoi manger et de quoi boire. Je vais aller chercher le chameau et le cheval,
et je les ramènerai dans la cour extérieure. Rejoins-moi là-bas. » Comme le monstre inconnu avait déjà frappé, Amalric pensa qu'il pouvait, en toute sécurité, laisser la jeune fille seule pendant quelques minutes. Mais il eut la chair de poule en cherchant son chemin à tâtons dans le couloir tortueux, à travers les chambres sombres, où les tapisseries murmuraient en s'agitant sous le vent. Il trouva les animaux serrés nerveusement, l'un contre l'autre, dans la cour où il les avait laissés. Les talons hennissaient et poussaient son museau contre lui, comme s'il sentait un danger dans la nuit silencieuse. Amalric s'éla et brida les animaux, et les amena dans la rue, en passant par l'étroite ouverture dans le mur. Quelques instants plus tard, il se trouvait dans la cour éclairée par les étoiles. Juste comme il l'atteignait, il fut pétrifié en entendant un hurlement terrible, qui traversa l'air en frémissant. Il provenait de la pièce où il avait laissé Lissa. Il répondit à ce hurlement pitoyable par un rugissement féroce. Sortant son épée, il s'élança à travers la cour et sauta par la fenêtre. La boule dorée brillait de nouveau, sculptant des ombres dans les angles fuyants. Des coussins gisaient sur le sol, épars. Le siège de marbre était renversé, il n'y avait plus personne dans la chambre. Une soudaine faiblesse envahit Amalric, et il chancela contre la table de marbre. La faible lumière sembla vaciller sous le vertige qui s'emparait de lui. Puis tout cela fut balayé par une rage folle. La tour rouge. C'est là que le démon allait emporter sa victime. Il revint sur ses pas, s'élançant comme une flèche à travers la cour, s'orienta dans les rues et courut vers la tour qui brillait d'une lumière impure sous les étoiles. Les rues ne l'y menant pas directement, il coupa à travers des maisons silencieuses plongées dans l'obscurité, et passa dans des cours où l'herbe drue s'agitait sous le vent nocturne. Devant lui, groupé autour de la tour Incarnat, s'élevait un ensemble de constructions en ruine que les assauts du temps avaient marqué encore plus sauvagement que les autres maisons de la ville. Visiblement, personne n'y demeurait plus. Les maisons chancelaient et s'affaissaient, n'offrant plus qu'un corps de bâtiment éboulé à la maçonnerie branlante. La tour rouge se dressait au milieu de ces ruines comme une fleur rouge vénéneuse, poussant sur un charnier en pleine décomposition. Pour atteindre la tour, il devait traverser les ruines. Il s'élança hardiment à travers la masse sombre, cherchant une porte. Il en trouva une et entra, pointant son épée devant lui. Alors il fut le témoin d'une vision comme en engendrent parfois les rêves fantastiques des hommes. Devant lui s'étendait un long corridor éclairé par une faible lueur impie, et dont les murs sombres étaient recouverts d'étranges tapisseries, aux dessins effrayants. Tout au fond de celui-ci, il vit une silhouette s'éloigner, une forme blanche, nue, courbée, tirant quelque chose dont la vue lui inspira une horreur intense. Puis l'apparition disparut, et avec elle s'évanouit la lueur étrange. Amalric resta dans l'obscurité impénétrable, ne voyant et n'entendant rien, pensant seulement à la silhouette blanche et courbée, qui traînait un corps humain inanimé le long d'un grand couloir sombre. Comme il cherchait son chemin à tâtons, un vague souvenir lui revint à l'esprit. Celui d'une histoire terrifiante qui lui avait été racontée à voix basse par un sorcier noir, devant le feu moribond de sa hutte maléfique, en forme de crâne. L'histoire d'un dieu qui habitait une demeure rouge au milieu d'une ville en ruine. Un dieu à qui était rendu d'effroyables cultes dans des jungles moites, le long de fleuves tristes et lugubres. Et cela éveilla aussi dans son esprit une incantation chuchotée à son oreille, d'une voix respectueuse et craintive, pendant que la nuit suspendait son souffle et que les lions cessaient de rugir au bord de la rivière, les feuillages eux-mêmes ayant interrompu leur doux murmure. « Olam Onga » murmura un vent sombre, courant le long du corridor repoussant. « Olam Onga » chuchota la poussière dans laquelle s'enfonçaient ses pieds furtivement. Son corps était recouvert de sueur et son épée tremblait dans sa main. Il s'était introduit comme un voleur dans la maison d'un dieu, et la peur l'étreignait de sa main osseuse. La maison du dieu. Toute l'horreur de cette phrase emplit son esprit. Toutes les peurs ancestrales et toutes les peurs qui venaient de bien avant les souvenirs ancestraux et premiers de sa race l'envahirent. Une horreur cosmique et inhumaine lui souleva le cœur. La connaissance de sa faiblesse en tant qu'être humain l'écrasa, comme il avançait dans la maison des ténèbres, qui était la maison d'un dieu. Devant lui, brillait une lueur si légère qu'elle était à peine perceptible. Il comprit qu'il approchait de la tour elle-même. L'instant d'après, il trouva son chemin à tâtons, franchit une porte voûtée et vint se cogner contre des marches étrangement espacées. Il les gravit une à une, et en lui déferla cette fureur aveugle qui est l'ultime défense de l'humanité contre les démoniaques et toutes les forces hostiles de l'univers. Il oublia sa peur. Brûlant d'une terrible ardeur, il escalada les marches l'une après l'autre, dans les ténèbres épaisses et maléfiques,
jusqu'à ce qu'ils parviennent à une salle éclairée par une flamme étrange et dorée. À l'autre bout de la pièce, un petit escalier menait à une sorte d'estrade sur laquelle se trouvaient des sièges de pierre. Les restes mutilés de la victime gisaient épars à terre. Les bras déchiquetés étaient visibles au bas des marches. Les marches de marbre étaient tachées par un véritable sillon formé par des ruisselets de sang, comme les stalactites se forment autour des lèvres d'une source d'eau chaude. La plupart de ces traînées étaient anciennes, sèches et de couleur brun sombre, mais certaines étaient encore rouges, humides et luisantes. Devant Amalric, au pied de ces marches, se dressait une forme blanche et nue. Amalric s'immobilisa. Sa langue se colla à son palais. De toute évidence, c'était un homme blanc et nu qui se tenait là, le regardant fixement, ses bras vigoureux croisés sur une poitrine d'albâtre. Mais ses yeux étaient des globes de feu brillants, comme n'en avait jamais eu aucun être humain. Dans ses yeux, Amalric entrevit les flammes glacées des enfers ultimes, environnées d'ombres terribles. Alors, devant lui, la forme commença à se faire moins distincte, à flotter. Faisant un terrible effort, l'Aquilonien rompit les liens du silence et prononça une mystérieuse et redoutable incantation. Comme les mots épouvantables déchiraient le silence, le géant blanc s'immobilisa, se figea. À nouveau, sa silhouette redevint nette et se détacha clairement sur le fond doré. « À présent, attaque-moi, maudit que tu es !» s'écria Amalric hystériquement. « Je t'ai enchaîné à ta forme humaine. Le sorcier noir avait dit la vérité. Il m'a révélé la grande incantation. Attaque-moi, Olamonga, car, jusqu'à ce que tu rompes le sortilège en te régalant de mon cœur, tu n'es rien de plus qu'un homme, comme moi. » Avec un rugissement semblable à la bourrasque d'un vent terrible, la créature chargea. Amalric se jeta sur le côté pour éviter l'étreinte de ses mains, dont la force dépassait celle d'une trombe. Un seul doigt, tranchant comme une serre, se tendit et agrippa sa tunique, lui arracha son vêtement comme des guenilles informes, tandis que le monstre le dépassait à la vitesse de l'éclair. Mais Amalric, l'horreur du combat lui donnant une célérité surhumaine, pivota sur lui-même et enfonça son épée dans le dos de la chose, de telle sorte que la pointe ressortit d'un pied de la large poitrine. Un hurlement de douleur démoniaque secoua la tour. Le monstre se retourna et se rua sur Amalric. Mais le jeune homme sauta sur le côté et escalada les marches de l'estrade. Là, il se retourna, et, soulevant un siège de marbre, le lança sur l'horreur qui se traînait lourdement sur les marches. Le lourd projectile l'atteignit en plein visage, abattant le démon au bas des marches. Il se releva, en une vision horrible, ruisselant de sang, et de nouveau, essaya de gravir les marches. Dans une fureur désespérée, Amalric souleva un banc de jade dont le poids lui arracha un gémissement d'effort, et il le lança. Sous le choc de la masse qui le frappa, Olamonga tomba à la renverse au pied de l'escalier et resta étendu au sol, parmi les blocs de marbre inondés de son sang. Dans un dernier effort désespéré, il se redressa sur les mains, les yeux flamboyants. Rejetant en arrière sa tête ensanglantée, il lança un cri terrible. Amalric frémit et recula devant l'horreur abyssale de ce cri, auquel il fut répondu. Quelque part dans les airs, au-dessus de la tour, un faible concert de cris diaboliques lui répondit, tel un écho. Puis la forme blanche déchiquetée retomba parmi les blocs de marbre souillés de sang. Et Amalric comprit que l'un des dieux de couche n'était plus. À cette pensée, il fut inondé d'une frayeur aveugle et irraisonnée. Il s'élança au bas des marches, dans la plus grande confusion qui soit. Il frémit en passant devant la chose qui gisait, le regard fixe sur le sol. La nuit sembla hurler contre lui, pétrifié d'horreur devant son sacrilège. Sa raison, transportée de joie à la suite de son triomphe, fut submergée par un flot de peur cosmique. Comme il posait le pied au sommet des marches qui conduisaient vers l'extérieur, il s'immobilisa soudain. Sortant de l'ombre, Lissa accourut vers lui, tendant ses bras pâles. Ses yeux étaient des étangs d'horreur. « Amalric !» C'était un cri d'halluciné. Il la serra dans ses bras. « Je l'ai vu !» chuchota-t-elle, traînant le cadavre d'un homme dans le corridor. J'ai hurlé et me suis enfui. Puis, lorsque je suis revenu, je t'ai entendu pousser un cri et j'ai compris que tu étais parti à ma recherche, vers la tour rouge, et tu es venu partager mon sort. » Sa voix était presque inarticulée. Alors, comme elle essayait de regarder derrière lui, il lui couvrit les yeux de sa main et l'entraîna au loin. Il valait mieux qu'elle ne voie pas ce qui gisait sur le sol cramoisi de sang. Il reprit sa tunique déchirée, mais il n'osa pas toucher à son épée. Comme il conduisait Lissa au bas des marches, couvert d'ombre,
La soutenant, la portant à moitié, un regard par-dessus son épaule lui révéla que la forme blanche et nue ne gisait plus parmi les blocs de marbre brisés. L'incantation avait enchaîné Olamonga à sa forme humaine, dans la vie, mais pas dans la mort. Amalric fut un instant aveuglé, puis, poussé par une hâte éperdue, il pressa Lissa dans l'escalier et l'entraîna rapidement à travers les ruines obscures. Il ne ralentit pas son allure jusqu'à ce qu'ils aient atteint la rue, où le chameau et les talons se terraient l'un contre l'autre. Rapidement, il aida la jeune fille à monter sur le chameau, puis sauta sur les talons. Saisissant la longe du chameau, il se dirigea tout droit vers le pan de muraille effondré. Quelques minutes plus tard, il respirait, soulagé. Le vent soufflant du désert apaisa son sang échauffé. Il se sentit délivré de l'odeur des ruines et de l'atmosphère oppressante de cette ville rongée par le temps. Une petite gourde d'eau était suspendue à son arçon de sel. Il n'avait pas emporté de nourriture et son épée était restée dans la salle de la tour rouge. Ils allaient affronter le désert sans armes ni provisions. Mais ce péril leur semblait moins effrayant que l'horreur de la cité qu'ils laissaient derrière eux. Ils faisaient route, sans parler. Amalric se dirigea vers le sud. Quelque part, dans cette direction, il y avait un trou d'eau. Juste à l'aube, comme il gravissait une crête de sable, il regarda en arrière vers Ghazal, irréel dans la lumière rose. Il se raidit, et Lissa laissa échapper un cri. Sortant par une brèche de la muraille, 7 cavaliers s'étaient lancés à leur poursuite. Leur coursier était noir, et les cavaliers portaient des manteaux noirs qui les masquaient de la tête aux pieds. Or, il ne pouvait y avoir un seul cheval dans tout Ghazal. L'horreur s'empara d'Amalric, et, regardant devant lui, il fit presser l'allure de leur monture. Le soleil se leva, rouge, puis devint doré, se transformant ensuite en une boule de feu blanche. Inlassablement, les fugitifs poussaient en avant, chancelant sous la chaleur et la fatigue, aveuglés par la lumière éclatante. De temps à autre, ils humectaient légèrement d'eau leurs lèvres, et derrière eux, à une allure égale, chevauchaient 7 points noirs. Le soir commença à tomber et le soleil rougit, puis se coucha aux confins du désert. Une main glacée étreignit le cœur d'Amalric. Les cavaliers se rapprochaient. À mesure que les ténèbres devenaient plus intenses, les cavaliers noirs rapprochaient de plus en plus. Amalric regarda vers Lissa, et un gémissement s'échappa de sa gorge. Son étalon trébucha et s'effondra. Le soleil s'était couché depuis longtemps. La lune fut soudain cachée par une ombre ayant la forme d'une chauve-souris. Dans l'obscurité complète, les étoiles avaient une lueur rouge, et derrière lui, Amalric entendit le galop rapide qui grandissait, approchant tel un grand vent. Un groupe sombre arrivait au grand galop, formant une tache plus noire encore que la nuit au milieu de laquelle brillaient les lueurs d'un feu terrifiant. « Continue, jeune fille !» s'écria-t-il désespérément. « Va-t'en! Sauve-toi! C'est moi qui le poursuive !» Pour toute réponse, elle se laissa glisser à bas du chameau, et jeta ses bras autour de lui. « Je veux mourir avec toi !» dit-elle. 7 formes noires apparurent sous les étoiles, rapides comme le vent. Sous les capuchons des manteaux étincelaient des boules de feu démoniaques. Des mâchoires décharnées semblaient se refermer en claquant. Puis la scène se transforma. Un cheval passa rapidement devant Amalric, formant une masse sombre dans les ténèbres surnaturelles. On entendit un choc. Le coursier inconnu arriva à la hauteur des formes qui survenaient et les affronta. Un cheval poussa un hennissement désespéré, et une voix, pareille au mugissement d'un taureau, hurla en une langue inconnue. Quelque part dans la nuit, une clameur semblable lui répondit. Un combat violent s'était engagé. Des sabots de chevaux heurtaient le sol et résonnaient. On entendait le choc de coups sauvages et la même voix de Stentor lançant des imprécations retentissantes. Puis la lune réapparut brusquement et éclaira un fantastique tableau. Un homme sur un immense cheval tourbillonnait, tailladant et frappant de son épée apparemment dans le vide. Venant d'une autre direction, arrivait à toute allure une horde sauvage de cavaliers, leurs épées courbes lançant des éclairs sous la clarté lunaire. S'éloignant sur la crête d'une dune de sable, 7 formes noires disparurent, leurs manteaux flottant comme des ailes de chauve-souris. Amalric fut submergé par des hommes à l'aspect farouche, qui sautèrent à bas de leurs chevaux, et qui s'attroupèrent autour de lui. Des bras vigoureux le saisirent. De féroces visages à la peau foncée, ressemblant à des aigles, lui montrèrent les dents. Lissa se mit à hurler. Puis les arrivants furent repoussés à droite et à gauche, alors que l'homme sur son grand cheval fendait la foule. Il se pencha sur sa selle et regarda de près Amalric. « Par le démon !» rugit-il. « Amalric, l'Aquilonien !»« Conan !» s'exclama Amalric, déconcerté. « Conan ? Vivant ?»
Plus vivant que tu ne sembles l'être, répondit l'autre. Par Crom, mon brave, tu ressembles à quelqu'un que tous les démons du désert auraient pourchassé pendant toute la nuit. Quels étaient ces êtres lancés à ta poursuite? Je faisais à cheval le tour du campement que mes hommes avaient installé, afin de m'assurer qu'aucun ennemi ne se dissimulait dans les parages, lorsque la lune disparut, éteinte comme une bougie. Puis j'entendis des bruits de poursuite. Je me dirigeai vers ces bruits, et par Macha, je me retrouvai au milieu de ces démons avant que je sache de quoi ils se retournaient. J'avais mon épée à la main, et j'ai frappé tout autour de moi. Par Crom! Leurs yeux brillaient comme le feu dans l'obscurité. Je sais que je les ai frappés avec ma lame, mais quand la lune est revenue, ils avaient disparu, comme un souffle de vent. Étaient-ce des hommes ou des démons? Des démons sortis tout droit de l'enfer, dit en frissonnant Amalric. Ne m'en demande pas plus. Il existe certains sujets dont on ne doit pas parler. Conan ne le pressa pas plus avant, non pas qu'il fût incrédule. Ses croyances comprenaient tout aussi bien les démons de la nuit, les revenants, les spectres et les nains. On pouvait te faire confiance là-dessus. Tu as réussi à trouver une femme même dans le désert, dit-il en regardant vers Lissa. La jeune fille s'était blottie contre Amalric et se serrait contre lui, regardant avec effroi les visages farouches qui les entouraient. « Du vin !» rugit Conan. « Apportez des flacons !»« Prends !» Il saisit un flacon gainé de cuir parmi ceux qui lui étaient tendus et le plaça dans la main d'Amalric. « Fais boire une bonne gorgée la demoiselle et bois ensuite. Après cela, nous vous placerons sur des chevaux et nous vous ramènerons jusqu'au campement. Vous avez besoin de manger, de vous reposer, de dormir, je m'en rends bien compte. » Un cheval richement carapassonné fut amené. Il se cabrait et s'agitait. Des mains de bonne volonté aidèrent Amalric à se mettre en selle. La jeune fille fut hissée jusqu'à lui et ils partirent vers le sud, entourés des cavaliers au corps mince et brun, vêtus de leurs haillons pittoresques. Beaucoup portaient des voiles qui leur cachaient le visage, ne laissant voir que leurs yeux. « Qui est-ce » chuchota Lissa, ses bras passés autour du cou de son amant, qui la maintenait sur la selle devant lui. « Conan le Cimmérien, » murmura Amalric. « L'homme avec qui je me suis enfoncé dans le désert après la défaite des mercenaires. Ce sont les hommes qui avaient tué son cheval. Je l'avais laissé gisant à terre, sous leurs lances, mort apparemment. Et maintenant, nous le retrouvons à leur tête, de toute évidence, et respecté par eux. »« C'est un homme à l'aspect terrible » murmura-t-elle. Il sourit. « Tu n'avais encore jamais vu un barbare à la peau blanche. C'est un vagabond, un pillard et un tueur. Mais il possède son propre code moral. Je ne pense pas que nous ayons à craindre quelque chose de sa part. » En lui-même, Amalric sentait qu'il n'en était pas aussi sûr. D'une certaine façon, on pouvait lui reprocher d'avoir trahi la camaraderie de Conan lorsqu'il s'était enfui à cheval dans le désert, abandonnant le Cimmérien sans connaissance à terre. Mais il ne savait pas que Conan était encore vivant. Le doute assaillit Amalric. D'une fidélité sauvage à ses compagnons, la nature féroce du Cimmérien ne voyait aucune raison l'empêchant de piller le reste du monde. Il vivait par son épée, et Amalric réprima un frisson en pensant à ce qu'il pouvait se passer si Conan désirait Lissa. Beaucoup plus tard, ayant mangé et bu au campement des cavaliers, Amalric s'était assis auprès d'un petit feu devant la tente de Conan. Lissa, enveloppée dans un manteau de soie, était endormie, sa tête bouclée reposant sur ses genoux. La lueur du feu qui séparait les deux hommes jouait sur le visage de Conan, où alternaient ombre et lumière. « Qui sont ces hommes » demanda le jeune Aquilonien. « Ce sont les cavaliers de Tombalcou, » répondit le Cimmérien. « Tombalcou » s'écria Amalric. « Mais alors, ce n'est pas un mythe ?»« Il s'en faut beaucoup, » reconnut Conan. « Lorsque mon maudit coursier tomba avec moi, je fus assommé et resté sans connaissance. Lorsque je repris mes esprits, ces démons m'avaient solidement ligoté. Cela me fâcha tellement que je rompis plusieurs des cordes avec lesquelles ils m'avaient attaché, mais ils me rattachaient aussi vite que je me détachais, et je ne réussis jamais à libérer entièrement l'une de mes mains. Cependant, ma force leur sembla remarquable. » Amalric gardait son regard fixé sur Conan, sans rien dire. L'homme était aussi grand et fort que l'avait été Tilutan, sans le surplus de graisse du noir. Il aurait pu rompre le cou du Ganata de ses mains nues. « Ils décidèrent de m'emmener vers leur cité, au lieu de me tuer sur le champ, » poursuivit Conan. « Ils pensaient qu'un homme comme moi mettrait certainement longtemps à mourir sous la torture, et leur procurerait ainsi un très grand divertissement. En conséquence, ils m'attachèrent sur un cheval sans selle, et nous partîmes pour Tombalcou. Tombalcou est dirigé par 2 rois. Ils m'amenèrent devant eux, un démon au corps brun et maigre,
du nom de Zébé, et un noir, gros et gras, qui s'était endormi sur son trône orné de défenses d'ivoire. Zébé demanda à un grand prêtre à la peau brune, Dora, ce que l'on devait faire de moi. Dora consulta ses dés en os de mouton, décrétant ensuite que je devais être écorché vif sur l'autel de Gilles. Tout le monde applaudit à cette sentence, et cela réveilla le roi nègre. Je crachai sur Dora et le maudis allègrement, ainsi que les 2 rois. Je leur dis que si je devais être écorché, par Crom, je demandais à boire une pleine barrique de vin avant qu'ils commencent, et je les maudis en les traitant de brigands, de couards et de fils de prostituées. À ces mots, le roi nègre se réveilla complètement, se redressa et me regarda fixement. Puis il se leva et s'écria « Amra !» Et je le reconnus. Sakumbé, un souba de la côte noire, un aventurier replet que j'avais bien connu lorsque j'étais un corsaire infestant la côte. Il faisait le trafic de l'ivoire, de la poudre d'or et des esclaves, et il aurait roulé le démon lui-même. Bon, quand il me reconnut, le vieux démon, il en peste abominablement, descendit de son trône et vint m'embrasser tout joyeux, me retirant lui-même mes cordes. Puis il annonça à tous que j'étais Amra, le lion, et son ami, et qu'il ne devait m'être fait aucun mal. Alors s'en suivirent de grandes palabres, parce que Zébé et Dora voulaient avoir ma peau. Mais Sakumbé appela d'un hurlement son sorcier personnel, Askia, et celui-ci arriva, tout en plumes, clochettes et peau de serpent. C'est un magicien de la côte noire, un enfant du diable, si jamais il en a eu un. Askia se trémoussa et psalmodia des incantations, puis annonça que Sakumbé était le préféré d'Aruro, le dieu noir, et que ce qu'il disait était conforme à la volonté du dieu. Tous les noirs de Tombalcou poussèrent des cris de joie et Zébé courba l'échine. Car les noirs détiennent le pouvoir à Tombalcou. Il y a plusieurs siècles de cela, les Afakis, une race chémite, s'aventurèrent à l'intérieur du désert septentrional et fondèrent le royaume de Tombalcou. Des mariages eurent lieu avec les noirs du désert, et le résultat fut une race brune aux cheveux non crépus, qui est cependant plus blanche que noire. Ils représentent la caste dominante à Tombalcou, mais ils sont une minorité, et un roi de pure race noire siège toujours sur le trône aux côtés du souverain Afaki. Les Afakis soumirent les nomades du désert du sud-ouest et les tribus noires des steppes qui se trouvent au sud de ces régions. La plupart de ces cavaliers, par exemple, sont des Tibus, résultant du mélange du sang noir et du sang stygien. Les autres sont des Bigarma, des Midanga et des Borni. Donc, Sakumbé, à travers Askia, est le véritable souverain de Tombalcou. Les Afakis pratiquent le culte de Gilles, alors que les Noirs adorent Aruro, le dieu noir et sa descendance. Askia arriva à Tombalcou avec Sakumbé, et ranima le culte d'Aruro, qui chancelait sous l'influence des prêtres d'Afakis. Il possède aussi un culte que lui seul pratique, adorant les dieux savent quelle abomination. Askia pratique la magie noire, qui a triomphé de la sorcellerie des Afakis. Les Noirs le considèrent comme un prophète envoyé par les dieux obscurs. Sakumbé et Askia voient leur influence grandir, et celle de Zébé et de Dora diminuer. Comme j'étais un ami de Sakumbé, et que Askia avait parlé en ma faveur, les Noirs m'accueillirent avec joie. Sakumba avait fait empoisonner Cordofo, le général commandant la cavalerie. Il me nomma à sa place, ce qui ravit tous les Noirs, et exaspéra les Afakis. Tu aimeras Tombalcou. Elle a été faite pour des hommes comme nous, aimant le butin. Il y a une demi-douzaine de factions puissantes qui complotent et intriguent les unes contre les autres. Il y a de continuels rixes dans les tavernes et dans les rues, des assassinats secrets, des mutilations, des exécutions. Et il y a des femmes, de l'or et du vin, tout ce qu'un mercenaire désire. Je suis bien placé, jouissant de la faveur royale, et mon pouvoir est grand. Par Crom! Amalric, tu ne pouvais pas survenir à un meilleur moment. Mais qu'y a-t-il? Tu me sembles moins enthousiaste que dans le passé, lors d'occasions semblables. Je te demande pardon, Conan, dit Amalric. Cela m'intéresse vivement, mais la fatigue et le manque de sommeil me submergent. Cependant, ce n'était pas alors aux femmes ou aux intrigues que songeait l'Aquilonien, mais à la fille qui sommeillait sur ses genoux. Il ne se réjouissait nullement à la pensée de l'entraîner dans le bain de sang et d'intrigue que venait de décrire Conan. Un changement subit s'était opéré en lui, presque sans qu'il s'en soit aperçu. Avec circonspection, il déclara. « Tu viens de nous sauver la vie, et pour cette raison, je t'en serai éternellement reconnaissant. Mais je ne suis aucunement digne de ta générosité, car je me suis enfui, et je t'ai laissé, gisant à terre, sans défense contre les Afakis qui te capturèrent.
À la vérité, je pensais que tu étais certainement mort, mais... Conan renversa la tête en arrière et éclata d'un rire profond et sonore. Puis il asséna une grande claque dans le dos du jeune homme, avec une telle force qu'il faillit presque le renverser. « Oublie cela. J'avais toutes les chances d'être mort, normalement. Et il t'aurait embroché comme une grenouille si tu avais essayé de venir à mon secours. Viens, tombe le coup avec nous, et rends-toi utile. Tu commandais un escadron de cavaliers pour Zapayo, n'est-ce pas? Oui, en effet. Parfait! J'ai besoin d'un major qui m'aide à faire manœuvrer mes hommes. Ils se battent comme des démons, mais sans aucune discipline, chacun pour soi. À nous deux, nous pourrons en faire de véritables soldats. Amenez d'autres flacons de vin! Rugit-il. Partie 3. Ce fut le 3e jour après les retrouvailles d'Amalric et de Conan que les cavaliers de Tombalcou arrivèrent en vue de la capitale. Amalric se trouvait en tête de la colonne aux côtés de Conan, et Elissa suivait tout de suite après Amalric, monté sur une jument. Derrière eux, venait la troupe au trot, répartie sur 2 colonnes. Les amples vêtements blancs flottaient sous la légère brise, les brides des chevaux tintaient, le cuir des selles craquait, le soleil couchant faisait briller d'une lueur rougeâtre les pointes des lances. La plupart des cavaliers étaient des tibus, mais il y avait aussi des hommes originaires de tribus vivantes aux limites du désert. Tous, en dehors de leurs idiomes locaux, parlaient le dialecte simplifié des Shémites, qui servait de langue commune aux gens à la peau sombre, depuis Couche jusqu'à Zimbabwe, et depuis la Stygie jusqu'au royaume noir, à demi mystique, des Atlayens, loin au sud. De nombreux siècles auparavant, des marchands Shémites avaient établi des routes commerciales à travers ce vaste territoire, apportant dans ces pays leur langue en même temps que leurs marchandises. Et Amalric connaissait suffisamment la langue Shémite pour pouvoir communiquer avec ces farouches guerriers venus de terres arides. Comme le soleil disparaissait à l'horizon, semblable à une immense goutte de sang, des points lumineux apparurent devant eux. Le sol descendait en pente douce devant les cavaliers, puis redevenait plat après cette déclivité. Sur cette étendue plate s'étendait une vaste ville composée d'habitations basses. Toutes ces maisons étaient construites en briques de terre séchée, de couleur brun foncé, de telle sorte qu'Amalric crut tout d'abord que c'était une formation naturelle de terre et de rochers, un ensemble chaotique de falaises, de ravins et d'éboulis rocheux, et non une ville. Au bas de la pente s'élevait un épais mur de briques, au-dessus duquel apparaissaient les étages supérieurs des maisons. Des lumières brillaient dans un espace découvert, d'où parvenait également un sourd grondement, affaibli par la distance. « Tomba le coup !» annonça laconiquement Conan. Puis il dressa l'oreille. « Crom, il se passe quelque chose. Nous ferions mieux de nous dépêcher. » Il éprena son cheval. La colonne descendit la pente au galop, martelant le sol derrière elle. Tombalcou était construite sur un affleurement rocheux, cunéiforme, entre d'importantes palmeraies et des bosquets de mimosas épineux. Cette élévation de terrain dominait une rivière qui faisait un coude paresseux, réfléchissant le bleu du ciel qui s'assombrissait avec le déclin du jour. Au-delà de la rivière, le paysage s'étendait sur des savanes herbeuses. « Quelle est cette rivière ?» demanda Amalric. « C'est la rivière Gelouba, » répondit Conan. « Elle coule vers l'est à partir d'ici. Certains disent qu'elle traverse les pays de Darfar et de Keshan pour aller se jeter dans le Styx. D'autres prétendent qu'elle se dirige vers le sud pour se jeter dans le fleuve Zarkeba. Un jour, je descendrai peut-être son cours pour m'en assurer. » Les massifs portes en bois s'ouvrirent pour laisser passer la colonne au galop. Des formes habillées en blanc allaient à travers les rues étroites et tortueuses. Derrière les hommes blancs, les cavaliers interpellaient des personnes qu'ils connaissaient et se vantaient de leur prouesse. Se retournant sur sa selle, Conan lança un ordre sec à un guerrier à la peau brune, qui emmena la colonne vers les casernements. Le Cimérien, suivi d'Amalric et de Elissa, se dirigea au trot dans un but précis, vers la grande place qui se trouvait au centre de la ville. Tombalcou se réveillait de son assoupissement de l'après-midi. Partout, des silhouettes vêtues de blanc, à la peau sombre, foulaient le sable fin des rues. Amalric fut frappé par la dimension inattendue de cette métropole du désert, et par le mélange incongru du barbarisme et de la civilisation que l'on pouvait constater à chaque pas. Dans les vastes cours des temples, se succédant les uns aux autres, des sorciers peints et couverts de plumes s'agitaient et brandissaient leurs ossements sacrés. Des prêtres chantaient les mythes de leur race, et des philosophes, à la peau brune, débattaient de la nature de l'homme et des dieux.
À mesure que les 3 cavaliers approchaient de la place centrale, ils rencontraient toujours plus d'habitants de la ville, qui tous couraient dans la même direction. La rue devenait très encombrée par la foule. La voix tonnante de Conan fraya un passage pour les chevaux. Ils descendirent de leur monture aux abords de la place, et Conan lança les rênes des chevaux à un homme qu'il choisit dans la foule. Puis le Cimmérien s'ouvrit un chemin à coups d'épaule, se dirigeant vers les trônes qui se trouvaient de l'autre côté de la place. Lyssa se cramponnait au bras d'Amalric, et tous deux s'avançaient dans le sillage de Conan. Tout autour de la place, des régiments de lanciers noirs avaient été disposés de manière à former un vaste carré, dont le centre était vide. La lueur des torches qui brûlaient aux 4 coins du carré, ainsi formé, se reflétait sur les grands boucliers ovales en peau d'éléphant des guerriers, sur les longues pointes effilées de leurs lances, sur les plumes d'autruche et les crinières de lion de leurs coiffures, et sur le blanc des yeux et des dents qui ressortaient sur les peaux noires et luisantes. Au centre du carré vide, un homme à la peau brune était attaché à un poteau. Cet homme, qui ne portait qu'un pagne, était trapu, musclé, et ses traits étaient lourds. Il tirait sur ses liens, tandis que se trémoussait devant lui une silhouette maigre, à l'apparence fantastique. Cet homme était noir, mais la plus grande partie de sa peau était couverte de dessins peints. Sa tête rasée était peinte de manière à ressembler à un crâne. Ses parures de plumes et de peau de singe complétaient l'ensemble, et il dansait devant un petit trépied sous lequel un feu de braise rougeoyait, et d'où s'élevait une mince spirale de fumée colorée. Au-delà du poteau, sur l'un des côtés du carré dont le centre était vide, se dressaient 2 trônes de stuc et de briques peints, décorés de petits morceaux de verre coloré, et dont les bras étaient constitués par des défenses d'éléphants. Ces trônes se trouvaient sous un même dais, auquel on accédait par plusieurs marches. Sur le trône à la droite d'Amalric, une silhouette noire, énorme et grasse, était assise nonchalamment. Cet homme portait un long vêtement blanc et sur la tête une coiffure recherchée, constituée par le crâne d'un lion et plusieurs plumes d'autruche. L'autre trône était vide, mais l'homme qui aurait dû l'occuper se dressait devant le premier trône. C'était un homme brun, mince, au visage d'aigle, qui portait une robe blanche comme l'autre. Mais sur sa tête était posé un turban orné de pierres précieuses, à la place de la coiffure d'os et de plumes du premier. L'homme mince était en train d'agiter son bras vers l'homme gras, et criait pendant que les gardes du trône observaient avec inquiétude la querelle de leur roi. Comme Amalric s'approchait à la suite de Conan, il entendit les paroles de l'homme maigre. « Tu mens! C'est Askia lui-même qui a envoyé ces serpents, comme tu lui avais demandé, afin d'avoir une excuse pour assassiner Dora. Si tu n'arrêtes pas cette bouffonnerie, ce sera la guerre. Nous te ferons mourir à petit feu, espèce de sauvage noir. » Alors il poussa un cri aigu. « Fais comme je te dis! Arrête Askia! Sinon, par Gilles l'impitoyable !» Il posa la main sur son cimeterre. Les gardes placés autour du trône pointèrent leurs lances. Le gros homme noir éclata simplement de rire devant le visage furieux tendu vers lui. Conan, s'étant frayé un chemin à travers les rangées de lanciers, escalada d'un bond les marches de briques conduisant au dais et se jeta entre les 2 monarques. « Tu ferais mieux d'ôter la main de cette épée, Zébé, » grogna-t-il. Puis il se tourna vers l'autre. « Que se passe-t-il donc, Sakumbé ?» Le roi nègre gloussa. « Dora a voulu se débarrasser de moi, en envoyant des serpents. Des vipères dans mon lit, des aspics parmi mes vêtements, des mambas se laissant tomber des poutres du toit. 3 de mes femmes sont mortes de leurs morsures, ainsi que plusieurs esclaves et serviteurs. Askia a appris, grâce à ses moyens de divination, que Dora était le coupable, et mes hommes l'ont pris sur le fait, en train de chanter des incantations. Regarde là-bas, général Conan. Askia vient juste d'égorger la chèvre. Ces démons vont arriver d'un moment à l'autre. » Suivant le regard de Conan, Amalric abaissa le sien vers le centre de la place, vers la victime attachée au poteau devant laquelle la chèvre agonisait. Askia approchait maintenant du moment culminant de son incantation. Sa voix s'éleva en un cri aigu, tandis qu'il bondissait et faisait claquer ses ossements. La fumée du trépied s'épaissit, se tordit et brilla d'un éclat spectral. Dans le ciel, la nuit était tombée. Les étoiles qui avaient commencé à briller avec éclat dans le ciel dégagé du désert s'assombrirent et rougirent. Un voile incarnat sembla être tiré devant la face de la lune qui montait dans le ciel. Les flammes des torches baissèrent et se mirent à rougeoyer.
Une suite de paroles qui n'appartenaient à aucune langue humaine furent entendues, descendant du haut du ciel vers le sol. Puis il y eut un bruit semblable à un battement d'ailes membraneuses. Askia se tenait droit et immobile, les bras tendus en avant, sa tête couverte de plumes renversée en arrière, psalmodiant une longue incantation de noms étranges. Amalric sentit ses cheveux se dresser sur sa tête, car au milieu de tous ces vocables inconnus, il venait d'entendre le nom d'Olamonga, répété 3 fois. Alors Dora se mit à pousser de grands cris, comme pour couvrir l'incantation d'Askia. Avec la lumière vacillante des torches et l'étrange lueur qui entourait le trépied repoussant, Amalric ne fut pas tout à fait certain de ce qu'il vit. Quelque chose sembla se jeter sur Dora, qui se débattit et hurla. Au pied du poteau auquel le sorcier était attaché, une mare de sang apparut et s'étendit. D'horribles blessures couvrirent tout le corps de l'homme, bien que l'on ne vît pas ce qui pouvait lui infliger de telles tortures. Ses hurlements faiblirent, et bientôt ne furent plus qu'un léger sanglot, qui cessa à son tour, bien que son corps continuât à se tordre dans ses liens, comme si une présence invisible s'acharnait sur lui et le déchiquetait. Une légère tache blanche apparut au milieu de la masse noire qui avait été Dora, puis une autre, et une autre encore. Amalric comprit alors, en frémissant d'horreur, que ces choses blanches étaient des os. La lune réapparut, retrouvant son éclat argenté. De nouveau les étoiles brillèrent comme des joyaux. Les torches brûlèrent de plus belle sur la place. La lumière croissante révéla un squelette encore attaché au poteau, baignant dans une mare de sang. Le roi Sakumbé dit alors de sa voix aiguë et musicale: « Ainsi finit ce scélérat de Dora. À présent, en ce qui concerne Zébé, par le nez d'Aroro, où est passé ce misérable ?» Zébé s'était éclipsé, pendant que toute l'assistance avait les yeux braqués sur le drame qui se déroulait devant le poteau. « Conan, dit Sakumbé, tu ferais mieux de rassembler tes régiments, car je ne pense pas que mon frère roi laissera passer l'histoire de cette nuit sans essayer de se venger. » Conan poussa Amalric en avant. « Roi Sakumbé, voici Amalric d'Aquilonie, un compagnon d'armes d'autrefois. Il sera un excellent major. Amalric, toi et ton ami feriez mieux de demeurer auprès du roi, puisque vous ne connaissez pas la ville. Vous risqueriez de vous faire tuer en voulant participer à la bataille qui est imminente. »« Je suis enchanté de rencontrer un ami du grand Amra, dit Sakumbé. Inscris-les sur les rôles, Conan, et rassemble tes soldats. Derketo, le fripon n'a pas perdu de temps. Regardez là-bas. » Un vacarme retentit de l'autre côté de la place. En un bond furieux, Conan sauta à bas de l'estrade et commença à lancer des ordres aux commandants des régiments noirs. Des estafettes partirent en hâte. Quelque part, des tambours au son grave, frappés par les paumes claires de mains noires, se mirent à battre lourdement. À l'autre bout de la place, une troupe de cavaliers en vêtements blancs apparut soudain, attaquant à coups de lance et de cimeterre la foule noire qui se pressait devant eux. Décontenancés par cet assaut, les lanciers noirs se dispersèrent en groupes désordonnés. Des hommes tombaient, les uns après les autres, sous leurs larmes étincelantes. Les gardes du corps du roi Sakumbé resserrèrent leurs rangs autour du dead aux 2 trônes, dont l'un était vide, et l'autre occupé par la masse imposante de Sakumbé. Lissa, toute tremblante, s'accrocha au bras d'Amalric. « Qui lutte contre qui ?» chuchota-t-elle. « Ce sont sûrement les Afakis de Zébé, » répondit Amalric, « qui essaient d'assassiner le roi noir que voici, afin que Zébé devienne l'unique souverain. »« Arriveront-ils à se frayer un passage jusqu'au trône ?» dit-elle, en montrant les armées noires qui luttaient sur toute la place. Amalric haussa les épaules et regarda vers Sakumbé. Le roi nègre était appuyé nonchalamment sur son trône, apparemment indifférent. Il leva une coupe en or vers ses lèvres et but une grande gorgée de vin. Puis il tendit une coupe semblable à Amalric. « Tu dois être assoiffé, homme blanc, toi qui reviens d'une longue patrouille sans avoir eu le temps de te laver ou de te reposer, dit-il. Prends cette coupe. » Amalric but avec Lissa. Sur la place, le piétinement et le hennissement des chevaux, le cliquetis des armes, le hurlement des hommes blessés se fondaient en un tintamarre impur. Élevant la voix pour se faire entendre, Amalric dit: « Votre Majesté doit être très courageuse pour se soucier si peu de l'issue de la bataille, ou alors elle est très... » Amalric se mordit la langue pour ne pas achever sa phrase. « Ou alors très stupide, c'est cela ?» Le roi éclata d'un rire musical. « Non, je suis simplement réaliste. Je suis beaucoup trop gros pour pouvoir échapper à un homme alerte à pied, encore moins un homme à cheval.
Et si je m'agitais, mon peuple crierait que tout est perdu. Il s'enfuirait et me laisserait à la merci des assaillants. Alors que si je reste ici, il y a une forte chance pour que... Ah, les voilà! Un fort contingent de guerriers noirs envahit la place et se jeta avec ardeur dans la bataille. Bientôt, les forces montées des Afakis commencèrent à reculer. Des chevaux transpercés par des lances se cabraient et s'écroulaient, entraînant leurs cavaliers dans leur chute. Des cavaliers étaient arrachés de leurs montures par de robustes bras noirs ou désarçonnés par des javelines. Bientôt une trompette lança ses durs accords. Les Afakis survivants firent tourner leurs montures et quittèrent la place au galop. Les bruits de leur fuite diminua dans le lointain. Le silence retomba, à l'exception des gémissements des blessés qui gisaient sur les pavés de la place. Des femmes noires sortirent des rues voisines, recherchant leurs hommes parmi ceux qui étaient tombés à terre, pour les soigner s'ils étaient en vie, ou les pleurer s'ils étaient morts. Sakumbe resta placidement assis sur son trône, buvant son vin, jusqu'à ce que Conan, une épée ensanglantée à la main, suivi d'un groupe d'officiers noirs coiffés de plumes, traverse la place. « Zébé et la plupart des Afakis se sont enfuis, » dit-il. « J'ai dû bosseler le crâne de quelques-uns de vos garçons pour les empêcher de massacrer les femmes et les enfants Afakis. Nous pourrons nous en servir comme otages. »« C'est parfait, » dit Sakumbe. « Prends une coupe. »« C'est une bonne idée, » dit Conan en buvant une large rasade. Puis il jeta un regard vers le trône vide à côté de celui de Sakumbe. Le roi nègre suivit son regard et grimaça. « Alors ?» dit Conan. « Et celui-là, puis-je le prendre ?» Sakumbe ricana. « Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, hein ? Conan, tu n'as pas changé !» Puis le roi parla dans une langue qu'Amalric ne connaissait pas. Conan grommela une réponse, et il y eut un échange de paroles dans cette langue inconnue. Askia monta les marches des trônes et se joignit à la conversation. Il parla avec véhémence, lançant des regards méfiants et menaçants vers Conan et vers Amalric. À la fin, Sakumbe fit taire le sorcier d'un mot acerbe et se leva, extrayant son énorme masse du trône. « Peuple de Tombalcou !» cria-t-il. Sur toute la place, des yeux se tournèrent en direction du dais. Sakumbe poursuivit. « Depuis que le traître hypocrite Zébé s'est enfui de la ville, l'un des 2 trônes de Tombalcou est vacant. Vous savez tous quel très grand guerrier est Conan. Voulez-vous de lui pour votre 2e roi ?» Après un instant de silence, quelques cris d'approbation s'élevèrent. Amalric nota que ceux qui criaient leur accord semblaient être des cavaliers tibus, ceux que Conan dirigeait en personne. Les cris s'enflèrent et devinrent un rugissement d'acclamation. Sakumbe poussa Conan vers le trône inoccupé. Une puissante ovation retentit. Sur la place qui n'avait pas encore été débarrassée des morts et des blessés, les torches furent rallumées. Des tambours se mirent à battre de nouveau. Cette fois, ce n'était pas pour appeler à la guerre, mais pour célébrer une fête endiablée qui dura toute la nuit. Quelques heures plus tard, ivre d'alcool et de fatigue, Amalric avançait péniblement en compagnie de Lissa dans les rues de Tombalcou, sous la protection de Conan, qui les conduisait à la modeste maison qu'il leur avait trouvée. Avant qu'ils se séparent, Amalric demanda à Conan. « Quelle était cette conversation avec Sakumbe, en une langue que je ne connais pas, juste avant que tu sois intronisé ?» Un rire sourd gronda dans la gorge de Conan. « Nous parlions un dialecte de la côte que les gens d'ici ne comprennent pas. Sakumbe me disait que nous pourrions parfaitement régner ensemble, à la condition que je me souvienne de la couleur de ma peau. » Que voulait-il dire par là? Que cela ne m'apporterait aucun profit d'intriguer pour lui dérober son pouvoir, parce que les Noirs de pure race forment à présent une majorité écrasante, et qu'ils n'obéiraient jamais à un roi blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop souvent massacrés, dépouillés et réduits à l'esclavage par des bandes de pillards blancs, venus des royaumes de Stygie et de Shem, je suppose. Et le sorcier, Askia, à quel sujet a-t-il harangué Sakumbe? Il a essayé de prévenir le roi contre nous. Il a prétendu que ses esprits lui avaient révélé que nous serions la cause de l'affliction et de la destruction de Tombalcou. Mais Sakumbe l'a fait taire, en disant qu'il me connaissait beaucoup mieux que lui, et qu'il me faisait plus confiance qu'à n'importe quel sorcier. Conan bâilla comme un lion assoupi. « Emmène ta demoiselle se coucher, avant qu'elle ne s'effondre de sommeil. »« Mais, et toi ?»« Moi ? J'y retourne. La fête vient juste de commencer. » Partie 4. Un mois plus tard, Amalric, couvert de sueur et de poussière, retint son cheval alors que ses escadrons passaient en grondant devant lui, lancés dans une furieuse charge. Toute la matinée, et cela depuis de nombreux jours, ils avaient fait manœuvrer inlassablement.
leur apprenant les rudiments des exercices d'une cavalerie civilisée. En avant, au pas, en avant, au trot, en avant, au galop, chargez, demi-tour, retraite, rassemblement, en avant, au pas, et ainsi de suite, inlassablement. Bien que leurs progrès soient inégaux, les aigles bruns du désert semblaient tout de même faire leur profit de cet enseignement. Au début, ces curieuses méthodes étrangères de se battre avaient provoqué beaucoup de grognements et de regards acides. Mais Amalric, soutenu par Conan, avait vaincu cette résistance au moyen d'une justice impartiale et d'une discipline impitoyable. À présent, il était en passe d'obtenir de formidables troupes de combat. « Sonnez! Formation en colonne !» dit-il aux trompettes, qui se tenaient à ses côtés. Au son de la trompette, les cavaliers arrêtèrent leurs montures, et au prix de nombreux heurts et jurons, réussirent à se mettre en colonne. Ils firent demi-tour au trot et se dirigèrent vers les remparts de Tombalcou, passant devant des champs où des paysannes noires, à demi nues, s'arrêtèrent de travailler pour s'appuyer sur leurs houes et les regarder défiler. De retour à Tombalcou, Amalric conduisit son cheval dans les écuries de la compagnie et prit le chemin qui le ramenait chez lui. Comme il approchait de sa maison, il fut surpris de voir Askia, le sorcier, dans la rue, sur le seuil de sa porte, engagé dans une conversation avec Lissa. La servante de ces dernières, une femme Suba, se tenait à côté d'eux et écoutait. « Comment allez-vous, Askia ?» dit Amalric, sur un ton assez froid et en les abordant. « Que faites-vous par ici ?»« Je veille au bien-être de Tombalcou. Pour cela, j'ai besoin de m'informer. Je n'aime pas que les étrangers questionnent ma femme en mon absence. » Askia eut une grimace fourbe et malveillante. « Le destin de la ville est plus important que ce que vous aimez ou pas, homme blanc. Porte-toi bien jusqu'à la prochaine fois, nous nous reverrons. » Le sorcier s'en alla, ses plumes s'agitant au vent. Amalric, le visage renfrogné, suivit Lissa à l'intérieur de la maison. « Sur quel sujet t'a-t-il interrogé ?» demanda-t-il. « Oh, il m'a interrogé sur ma vie à Gazal, et m'a demandé comment je t'avais rencontré. »« Que lui as-tu dit ?»« Je lui ai dit quel héros tu es, et comment tu as tué le dieu de la tour rouge. » Amalric fronça les sourcils, préoccupé. « J'aurais préféré que tu ne lui parles pas de cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il cherche à nous causer des ennuis. Je vais aller trouver Conan à ce sujet, tout de suite. »« Mais, Lissa, tu pleures. »« Je suis si heureuse. »« Pour quelle raison ? » ?»« Tu as dit que j'étais ta femme. » Ses bras s'étaient enlacés autour de son cou, tandis qu'elle s'épanchait en tendresse. « Là, dit-il. J'aurais dû y penser plus tôt. »« Nous allons célébrer notre repas de noces ce soir ? » ?»« Bien sûr. Mais entre-temps, je dois aller trouver Conan. »« Oh, laisse donc cela. De plus, tu es sale et fatigué. Mange, bois et repose-toi avant d'aller affronter ces hommes redoutables. » Le jugement plus avisé d'Amalric lui conseillait d'aller trouver Conan sur le champ, mais il ressentait une certaine appréhension à la perspective de cette rencontre. Bien qu'il fût certain qu'Askia nourrissait un plan scélérat contre lui, il n'avait cependant aucune charge précise à produire contre le sorcier. Finalement, il se laissa convaincre par Lissa, et il passa ainsi l'après-midi à manger, à boire, à se laver, à faire l'amour et à dormir. Le soleil était déjà bas dans le ciel lorsqu'Amalric sortit pour se rendre au palais. Le palais du roi Sakumbé était une grande construction en briques de terre, brun foncé, comme toutes les habitations de Tombalcou, située non loin de la place centrale. Les gardes du corps de Sakumbé, connaissant Amalric, ils le laissèrent entrer dans le bâtiment, dont les murs étaient recouverts de minces feuilles d'or, qui réfléchissaient d'une manière éblouissante l'éclat vermeil du soleil couchant. Il traversa une longue cour intérieure, occupée par les épouses du roi et leurs enfants, et il pénétra dans les appartements privés du roi. Il trouva les deux rois de Tombalcou, le blanc et le noir, étendus sur des piles de coussins disposées sur une large descente de lits bacariotes, qui recouvraient elles-mêmes un sol de mosaïque. Devant chacun des deux hommes s'élevait une pile de pièces d'or de nombreux pays, et près de leur coude était posée une grande coupe de vin. Une esclave, une cruche à la main, se tenait auprès d'eux, prête à remplir les coupes. Les deux hommes avaient les yeux injectés de sang. De toute évidence, ils buvaient ainsi copieusement depuis de nombreuses heures. Une paire de dés était posée entre eux, sur la couverture. Amalric les salua selon l'étiquette. « Mes seigneurs » Conan leva vers lui un regard incertain. Il était coiffé d'un turban orné de pierres précieuses, semblable à celui porté par Zébet. « Amalric »
Laisse-toi tomber sur un coussin et joue une partie de dés avec nous. Ta chance ne peut pas être plus mauvaise que la mienne ce soir. Monseigneur, je n'ai pas les moyens de... Oh, au diable tout cela! Voici de quoi miser pour toi. Conan prit une pleine poignée de pièces de sa pile et la lança bruyamment sur le tapis. Comme Amalric s'asseyait à terre, Conan eut l'air d'être traversé par une idée subite, et regarda vivement vers Sakumbé. « Je vais te dire une chose, frère roi, » dit-il. « Nous allons lancer les dés chacun notre tour. Si je gagne, tu ordonneras à l'armée de marcher contre le roi de Couche. »« Et si c'est moi qui gagne ?» demanda Sakumbé. « Alors elle ne le fera pas. » Sakumbé secoua la tête avec un gloussement. « Non, frère roi, on ne peut pas m'avoir aussi facilement. Quand nous serons prêts, alors nous marcherons contre Couche, mais pas avant. » Conan frappa du poing sur la couverture. « Par l'enfer! Que se passe-t-il donc en toi, Sakumbé? Tu n'es plus l'homme que j'ai connu dans les anciens jours. À cette époque, tu t'es prêt à toutes les aventures. Maintenant, tu te soucies uniquement de ta nourriture, de ton vin, de tes femmes. Pourquoi as-tu changé ?» Sakumbé eut un hoquet. « Dans les jours anciens, frère roi, je voulais être roi, avec beaucoup d'hommes qui seraient sous mes ordres, et beaucoup de vin, de nourriture et de femmes. Maintenant, je possède tout cela. Pourquoi devrais-je le risquer dans des aventures inutiles? Mais nous devons reculer nos frontières jusqu'à l'océan occidental, pour pouvoir contrôler les routes commerciales qui viennent de la côte. Tu sais aussi bien que moi toute la richesse que Tombalcou pourrait retirer du contrôle de ces routes commerciales. Et lorsque nous aurons détrôné le roi de Couche et atteint la mer, que ferons-nous alors? Eh bien, nous dirigerons nos armées vers l'est, afin de soumettre les tribus Ganatas et arrêter leurs raids. Et ensuite, sans aucun doute, tu voudras frapper au nord et au sud, et ainsi de suite. Dis-moi, camarade, supposons que nous ayons soumis tous les peuples qui se trouvent à moins de 1000 milles de Tombalcou, et que nous jouissions de richesses plus grandes encore que celles des rois de Stygie. Que ferions-nous ensuite? Conan bâilla et s'étira. Mais jouir de la vie, je suppose. Nous parer d'or, chasser et festoyer toute la journée, boire et courir les filles toute la nuit. De temps en temps, nous pourrions nous raconter l'un à l'autre des mensonges sur nos aventures. Sakumbé éclata de rire à nouveau. Si c'est tout ce que tu désires, nous allons faire tout cela dès maintenant. Si tu veux plus d'or, de nourriture, de boissons ou de femmes, demande-le-moi et tu l'obtiendras. Conan secoua la tête, grommela quelque chose d'inaudible et se renfrogna avec un air perplexe. Sakumbé se tourna vers Amalric. « Et toi, mon jeune ami, es-tu venu ici pour nous dire quelque chose ?»« Monseigneur, je suis venu pour demander au seigneur Conan de se rendre dans ma maison et de ratifier mon mariage avec ma jeune épouse. Ensuite, je pense qu'il voudra bien me faire la faveur de rester pour partager notre humble repas de noces. »« Humble repas ?» dit Sakumbé. « En aucun cas, par le nez d'Aruro. Nous allons organiser en cet honneur un grand festin, avec des bœufs entiers rôtis, du vin coulant à flot, nos joueurs de tambour et nos danseurs. Qu'en dis-tu, frère roi ?» Conan émit un rot et grimaça. « Je suis d'accord avec toi, frère roi. Nous allons donner à Amalric un tel repas de noces qu'il ne se réveillera pas de 3 jours après cela. »« Il y a autre chose, » dit Amalric, un peu effrayé à la perspective de célébration de son mariage telle que la concevaient ces rois barbares, mais ne sachant pas comment refuser. Alors il leur parla de l'interrogatoire de Lissa par Askia. Les 2 rois froncèrent les sourcils lorsqu'il eut terminé. Sakumbé dit « N'aie pas peur d'Askia, Amalric. Tous les sorciers doivent être surveillés, mais celui-là est mon serviteur dévoué. À vrai dire, sans sa magie... » Sakumbé regarda vers la porte et demanda « Que veux-tu, toi ?» Un garde du corps qui se tenait sur le seuil dit « Ô roi, un éclaireur des cavaliers Tibu voudrait vous parler. »« Fais-le entrer, » dit Conan. Un noir efflanqué en vêtements blancs, tout déchirés, entra et se prosterna. Quand il se jeta sur le ventre, un nuage de poussière s'éleva de ses vêtements. « Mes seigneurs !» lança-t-il. « Zébé et les Afakis marchent contre nous. Je les ai aperçus hier à l'oasis de Kidessa, et j'ai galopé toute la nuit pour vous apporter la nouvelle. » Conan et Sakumbé, tous les 2 brusquement dégrisés, se relevèrent d'un bond. Conan dit « Frère roi, cela signifie que Zébé peut être là demain. Ordonne au tambour de battre le rassemblement. » Pendant que Sakumbé appelait un officier et lui transmettait cet ordre, Conan se tourna vers Amalric. « Crois-tu pouvoir intercepter les Afakis en route vers Tombalcou et les mettre en pièces avec tes cavaliers ? »« J'y arriverai peut-être, » dit Amalric avec circonspection.
Ils nous surpasseront par le nombre, mais certains ravins du nord seraient propices à une embuscade. Partie 5. 1 heure plus tard, comme le soleil se couchait derrière les remparts de briques sombres de Tombalcou, Conan et Sakumbé s'installèrent sur leur trône, sous le dais de la Grand-Place. Les tambours battaient le rassemblement avec un bruit de tonnerre, et les Noirs en âge de se battre accouraient sur la place. Des torchères illuminaient les alentours. Des officiers coiffés de plumes alignaient les guerriers et passaient leurs pouces sur les pointes des lances des hommes pour s'assurer qu'elles étaient bien acérées. Amalric traversa la place pour annoncer au roi que ses cavaliers seraient prêts à partir à minuit. Son esprit était rempli de plans et de stratagèmes. Si les Afakis refusaient de céder à la première attaque, ils devraient rompre le combat et se retirer pour attaquer à nouveau lorsque les Afakis se seraient déployés et auraient mis pied à terre pour monter à l'assaut des remparts de Tombalcou. Il gravit les marches et se dirigea vers l'endroit où étaient assis les rois, entourés d'officiers noirs à qui ils étaient en train de distribuer des ordres. « Mes seigneurs, » commença-t-il. Un cri perçant l'interrompit. Aska apparut à côté du trône, pointant le doigt vers Amalric et criant à l'adresse des rois. « Le voici !» hurla le sorcier. « L'homme qui a tué un dieu ! L'homme qui a tué l'un de mes dieux !» Les Noirs qui entouraient les deux trônes tournèrent des visages effrayés vers Amalric. À lueur des torches, les globes oculaires formaient des taches blanches et brillantes sur les peaux noires. Leurs expressions reflétaient une crainte respectueuse et la peur. De toute évidence, il était inconcevable pour eux qu'un homme ait pu tuer un dieu. Celui qui avait accompli une telle chose devait être, d'une certaine manière, lui-même un dieu. « Quels châtiments seront assez cruels pour un tel blasphème ?» poursuivit Aska. « Je demande que le meurtrier d'Olamonga et sa catin me soient remis, afin qu'ils soient livrés à la torture. Dieu, ils souffriront des tourments comme jamais aucun mortel n'en a souffert depuis le commencement du monde. »« Tais-toi !» rugit Conan. « Si Amalric a tué l'esprit qui hantait Ghazal, le monde s'en porte bien mieux. À présent va-t'en d'ici, et cesse de nous importuner. Nous avons beaucoup à faire. »« Mais Conan !» intervint Sakumbé. « Ces démons à la peau blanche sont complices depuis toujours !» glapit Aska. « Es-tu encore roi, Sakumbé ? Si tu l'es, alors ordonne qu'ils soient saisis et ligotés. Si tu ne sais pas quoi faire d'eux... »« Eh bien ?» commença Sakumbé. « Écoutez !» s'écria Conan. « Si Ghazal n'est plus hanté par ce soi-disant dieu, nous pourrons nous emparer de cette ville, mettre ses habitants au travail et obtenir d'eux qu'ils nous enseignent leur science. Mais d'abord, débarrassez-moi de ce sorcier arrogant, avant que j'essaie ma lame sur lui. »« Je demande !» hurla Aska. « Débarrassez-moi de lui !» rugit le Cimmérien, en portant la main au pommeau de son épée. « Par Crom, vous croyez que je vais abandonner un vieux compagnon comme Amalric à la merci d'un coupe-jarret, adorateur du diable ?» Sakumbé finit par s'animer et se redressa sur son trône. « Va-t'en, Aska !» dit-il. « Amalric est un bon soldat, et tu ne l'auras pas. Emploie-toi plutôt à déjouer Zébé avec tes sortilèges. Mais Va-t'en !» Le bras replet se tendit. Aska écuma de rage. « Très bien, je m'en vais !» s'écria-t-il enfin. « Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, vous deux !» Et le sorcier s'en alla précipitamment. Amalric fit un bref rapport sur les cavaliers tibus. Mais avec les constantes allées et venues des messagers et l'arrivée des officiers faisant les comptes rendus de l'état de leurs troupes, cela prit un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait exposé son plan dans son entier au roi. Conan fit quelques suggestions, puis demanda. « Cela te semble parfait, hein, Sakumbé ? Si cela te plaît, frère roi, c'est que le plan est bon. Pars, Amalric, et rassemble nos cavaliers. » Un hurlement horrible s'échappa soudain des lèvres de Sakumbé, dont les yeux semblèrent sortir de leurs orbites. Il se leva de son trône en chancelant, portant les mains à sa gorge. « Je brûle ! Je brûle ! Sauvez-moi !» Un terrible phénomène était en train de se produire sur le corps de Sakumbé. Bien qu'il n'y eût aucun signe de feu visible, aucune sensation de chaleur, il était clair que l'homme était en train de brûler, aussi sûrement que s'il avait été attaché à un poteau au-dessus du fagot allumé. Sa peau se couvrait de cloques, puis elle se carbonisa et se fendit, pendant que l'air était envahi par l'odeur de la chair brûlée. « Versez de l'eau sur lui !» cria Amalric. « Ou du vin ! Tout ce que vous avez sous la main !» Des hurlements horribles sortaient de la gorge torturée du roi noir. Quelqu'un jeta un plein seau de liquide sur lui,
Il y eut un sifflement et un nuage de vapeur, mais les hurlements se poursuivirent. « Par Crom et Ishtar !» jura Conan furieux en contemplant ce spectacle. « J'aurais dû tuer ce démon arrogant alors qu'il était à portée de ma main !» Les hurlements diminuèrent peu à peu, puis cessèrent. Les restes du roi, un corps recroquevillé et informe, absolument différent du corps de Sakumbé de son vivant, gisaient sous le dais dans une mare de graisse humaine fondue. Certains des officiers aux coiffures de plumes fuyaient, pris de panique. D'autres s'étaient jetés à terre et se prosternaient, invoquant leurs différents dieux. Conan saisit le poignet d'Amalric dans une étreinte à lui briser les os. « Nous devons filer d'ici, et vite !» dit-il sur un ton grave, étendu. « Viens !» Amalric n'émit aucune protestation. Il descendit les marches derrière Conan. Sur la place, tout n'était que confusion. Des soldats couverts de plumes se pressaient les uns contre les autres, hurlant et gesticulant. Des combats avaient éclaté, çà et là. « Meurs, assassin de corps de faux !» hurla une voix au-dessus du vacarme. Juste devant Conan, un homme grand et brun rejeta son bras en arrière et lança un javelot sur lui. Seule la rapidité et la détente d'acier du barbare sauvèrent Conan. Le Cimmérien virevolta et se baissa, de telle sorte que le projectile passa au-dessus de lui, manqua la tête d'Amalric de la largeur d'un doigt et s'enfonça dans le corps d'un autre soldat. L'agresseur rejeta son bras pour lancer un second javelot, mais avant qu'il ait pu le lancer, l'épée de Conan sortit en chantant de son fourreau, décrivit un arc écarlate à la lueur des torches et atteignit son but. Le tombalcan s'effondra à terre, le corps ouvert de l'épaule jusqu'au sternum. « Cours !» hurla Conan. Amalric se mit à courir, évitant les groupes qui s'agitaient sur la place. Des hommes poussèrent des cris et les désignèrent du doigt, et certains se lancèrent à leur poursuite. Amalric, les jambes lourdes et les poumons en feu, descendait une large rue, courant sur les traces de Conan. Derrière eux grossissait le bruit de la poursuite. La rue se rétrécit et fit un coude. Devant Amalric, Conan disparut soudain. « Entre ici! Vite !» lui lança soudain la voix du Cimmérien, qui s'était dissimulé dans le léger espace qui séparait deux maisons aux briques de terre. Amalric se serra dans ce réduit et se tint immobile, retenant sa respiration, comme leurs poursuivants passaient rapidement devant eux dans la rue. « Certainement l'engeance de corps de faux !» murmura le Cimmérien dans l'obscurité. « Ils tenaient leurs lances prêtes pour cette occasion, depuis le jour où Sakumbé s'est débarrassé de corps de faux. »« Qu'allons-nous faire à présent ?» demanda Amalric. Conan leva la tête vers le morceau de ciel éclairé par les étoiles qui étaient visibles au-dessus d'eux. « Je pense que nous pourrons grimper sur les toits, » dit-il. « Comment ?»« De la même façon que j'escaladais les failles dans les montagnes lorsque j'étais encore un adolescent en Cimmérie. Tiens, prends cela un instant. » Conan tendit à Amalric un javelot, et celui-ci comprit que le Cimmérien l'avait arraché des mains de l'homme qui l'avait tué. L'arme avait une pointe rétrécie de presque 1 mètre de longueur, et dont la légère arête de fer était finement barbelée. Au-dessous de la poignée, un mince manche de fer contrebalançait le poids de la pointe. Conan grogna doucement, colla son dos à un mur, ses pieds au mur opposé, et commença à monter ainsi vers le toit. Il ne fut plus bientôt qu'une silhouette sombre se détachant sur le ciel étoilé, puis il disparut. Enfin, un appel à voix basse parvint jusqu'en bas. « Dirige la lance vers le haut, et monte !» Amalric tendit le javelot, puis, à son tour, monta en employant la même méthode. Les toits étaient faits de madriers de bois, sur lequel avait été posée une épaisse couche de feuilles de palmier, puis une couche d'argile. De temps à autre, l'argile cédait légèrement sous leurs pieds, et l'on entendait le craquement des feuilles du dessous. Amalric marcha à la suite de Conan le long de plusieurs toits, en bondissant au-dessus du vide qui les séparait. À la fin, ils se trouvèrent sur le toit d'une maison aux dimensions importantes, qui bordait presque la place. « Je dois sortir d'ici !» dit Amalric, très inquiet. « Une chose à la fois, » gronda Conan. « Nous devons d'abord savoir ce qui se passe. » La confusion sur la place avait légèrement diminué. Des officiers faisaient mettre leurs hommes en ligne, une nouvelle fois. Sous le dais aux 2 trônes, Askia, avec ses insignes de sorcier, était en train de s'adresser à la foule. Bien qu'Amalric ne pût entendre tout ce qui se disait, le sorcier, de toute évidence, apprenait au tombalcan quel chef grand et avisé il serait pour eux. Un bruit sur sa gauche attira l'attention de l'Aquilonien. Au début, ce ne fut qu'un murmure, semblable au bruit de la foule rassemblée sur la place. Mais celui-ci enfla, et devint un rugissement. Un homme arriva sur la place en courant, et cria vers Askia. « Les Afakis attaquent le mur est !»
Alors, une nouvelle fois, ce fut le chaos. Les tambours de guerre résonnèrent, et Aska hurla des ordres, à droite et à gauche. Un régiment de lanciers noirs se mit en route vers l'endroit d'où parvenait le vacarme. Conan dit « Nous ferions mieux de quitter Tambalcou. Quel que soit le parti vainqueur, il réclamera nos peaux. Sakumbe avait raison. Ces gens n'obéiront jamais à un homme blanc. Va chez toi et prépare ta femme au départ. Frottez vos visages et vos bras avec la suie du foyer. De cette façon, on vous remarquera moins dans les ténèbres. Prenez tout l'argent que vous avez. Je vous retrouverai là-bas, avec des chevaux. Si nous faisons vite, nous pourrons sortir par la porte ouest avant qu'il l'ait refermée, ou que Zébé l'ait attaquée. Cependant, avant de partir, j'ai un petit travail à faire. » Conan chercha à travers les rangs serrés des soldats noirs et repéra Askia, toujours en train de gesticuler et de haranguer la foule sous le dais. Il soupesa le javelot. Un long jet, mais je dois pouvoir le réussir, murmura-t-il. Le Sibérien recula à l'autre extrémité du toit, puis courut rapidement devant lui, vers le côté qui faisait face à la place. Juste avant d'atteindre le rebord du toit, d'un puissant mouvement du bras et d'une prodigieuse torsion du buste, il lança l'arme. Le projectile disparut de la vue d'Amalric, dans les ténèbres, en sifflant au-dessus de lui. L'espace de 3 battements de cœur, il se demanda où il était allé. Brusquement, Askia poussa un cri et chancela. Le long manche de l'arme sortait de sa poitrine et vibrait, étreint convulsivement par les mains du sorcier. Comme ce dernier s'effondrait sous le dais, Conan grogna. « Allons-nous-en » Amalric se mit à courir, bondissant de toit en toit. À l'est, la bataille faisait rage, et ce n'était que cris de guerre, battements de tambours, sonneries de trompettes, hurlements et cliquetis des armes. Il n'était pas encore minuit lorsque Amalric, Lissa et Conan arrêtèrent leurs chevaux sur le sommet d'une dune de sable à 1 mille à l'ouest de Tambalcou. Ils regardèrent derrière eux, vers la ville qui était à présent toute illuminée par les sombres lueurs du combat. Des incendies s'étaient déclarés un peu partout durant la bataille, lorsque les Afakis avaient pris d'assaut le mur est et avaient marché contre les lanciers noirs dans les rues. Bien que ces derniers fussent beaucoup plus nombreux, l'absence de chef les mettait dans une position désavantageuse, que toute leur bravoure barbare ne pouvait surmonter. Les Afakis avançaient de plus en plus vers le centre de la ville, pendant que les incendies se fondaient dans l'holocauste général. La terrible clameur de la bataille et du massacre leur parvenait comme un murmure. Conan grogna. « Ainsi finit Tambalcou. Quel que soit le vainqueur, nous sommes contraints d'aller chercher fortune ailleurs. Je vais me diriger vers la côte de Couche, où j'ai des amis, et aussi des ennemis, et je pourrais trouver un navire pour Argos. Et vous ? » « Aucune idée, » dit Amalric. « C'est une bien belle pouliche que tu as là, » fit Conan en grimaçant. La clarté de la lune qui s'élevait dans le ciel fit briller ses dents solides et blanches, qui étincelèrent sur sa peau noircie par la suie. « Tu ne peux pas l'emmener avec toi à travers le vaste monde. » Amalric se sentit irrité par le ton du Cimérien. Il se rapprocha de Lissa et passa un bras autour de sa taille, pendant que sa main restée libre glissait vers la garde de son épée. La grimace de Conan s'élargit. « Ne crains rien, » dit-il. « Je n'ai jamais manqué de femme au point de devoir voler celle de mes amis. Si vous m'accompagnez, vous pourrez retourner ensuite en Aquilonie. »« Je ne peux pas retourner en Aquilonie, » dit Amalric. « Pourquoi ? » Mon père a été tué au cours d'une altercation avec le comte Terentius, lequel bénéficie de la bienveillance du roi Vilérus. Et tous les proches parents de mon père ont dû quitter le pays, de peur d'être persécutés par les agents de Terentius. « Oh, tu n'es donc pas au courant ?» dit Conan. « Vilérus est mort il y a au moins 6 mois. Son neveu, Numédides, est le nouveau roi. Tous les coupe-jarrets à la solde de l'ancien roi, dit-on, ont été chassés, et les exilés rappelés. J'ai appris tout cela par un marchand chémite. Si j'étais toi, je me dépêcherais de rentrer chez moi. Le nouveau roi aura certainement un poste important pour toi. Emmène ta petite Lissa avec toi, et fais-en une comtesse ou quelque chose comme cela. Quant à moi, je m'en vais vers Couche et la mer Azurée. » Amalric regarda derrière lui, vers le paysage embrasé qui avait été Tambalcou. « Conan, » dit-il, « pourquoi Askia a-t-il tué Sakumbe, au lieu de s'en prendre à nous, avec qui il avait des différends beaucoup plus criants ?» Conan haussa ses larges épaules. Peut-être avait-il en sa possession des rognures d'ongles de Sakumbe, ou quelque chose dans ce genre, et rien de nous deux. Aussi a-t-il utilisé les sortilèges qu'il avait à sa disposition. Je n'ai jamais très bien compris les sorciers et leur façon de voir. Et pourquoi as-tu pris la peine de tuer Askia ? Conan lui lança un regard profond. Tu plaisantes, Amalric. Moi ?
Laisser le meurtre d'un compagnon impuni? Sakumbe, que le diable emporte sa peau noire, couvert de sueur, était mon ami. Même s'il avait engraissé et était devenu paresseux durant ces dernières années, il valait beaucoup mieux que la plupart des hommes blancs que j'ai connus. Le Cimérien soupira bruyamment et secoua la tête, comme un lion secoue sa crinière. Bon, il est mort, et nous sommes vivants. Et si nous voulons rester en vie, nous ferions mieux de continuer notre route avant que Zébé n'envoie une patrouille à notre poursuite. En avant! Les 3 chevaux descendirent lentement le versant opposé de la dune de sable, puis s'élancèrent au galop, en direction de l'ouest.